Salut à tous. Salut François. Oui d'accord, oui. Salut François. Alors, aujourd'hui, je viens filmer ta collection. Et on est où d'abord pour commencer? Alors ici on est à Genève, donc bienvenue en Suisse. Voilà, à Genève. Non mais magnifique. Là juste avant d'arriver, je suis allé au village médiéval, la cité médiévale qui est Ivoire. Ça te parle? Ah, bien sûr, ouais, c'est un bourg historique. Ah non mais c'est magnifique. C'était sur le chemin. C'est en France, mais c'est juste à côté. Oui, voilà. Ouais. Oui, bah oui, c'est vrai. Ce n'est pas en Suisse. Ouais. Tu fais bien de le. Je le savais. Hein. Ouais. J'ai pas fait le. Mais alors, tu collectionnes quoi juste avant qu'on entre? Alors moi, je collectionne vraiment. Je suis un aficionado de la Neo Geo, spécialement AES. Quelques pièces MVS aussi, et puis quelques goodies. Voilà, alors, à la base, je m'étais posé la question quand tu m'avais contacté, double impact, pas double impact. Bon là, on est en Suisse, on est à la cool, ça dure 20, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, on y va à la cool. On va se faire plaisir. Allez, je te suis François. Je te suis, montre-moi où est cette belle collection. On va passer par là. Alors c'est quoi? C'est le sous-sol? Alors en fait on va accéder au niveau inférieur parce qu'on est dans une maison sur 2 étages, donc ça c'est notre lieu de vie principal. D'accord. Et puis en bas on va un petit peu dans les sous-bassements entre guillemets. Ah je te suis, j'adore ça. C'est parfait. Voilà. Alors on passe par là. Et là, c'est la pièce. Et là, c'est la pièce où tout se passe. Avec le petit qui veut voir la... Oh, c'est beau. Eh ben alors, tu vois, François, en fait, je ne m'étais pas du tout rendu compte que c'était comme ça. Mais c'est génial. Voilà. Ah, alors, c'est vraiment chouette. Bienvenue dans mon antre. Ouais. L'antre, la demeure. Ah, ça, c'est beau, ça. Ouais. Les sacs... Un goodie qu'on voit pas forcément tous les jours, effectivement. Alors, c'est ceux d'époque. Voilà, ceux d'époque qui sont sortis entre 1992 et 94 à peu près. C'est ça, oh là là là. Différents coloris, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai la version avec le fond rose. Ouais. Et puis l'autre avec le fond bleu. D'accord. Donc sachant que celle avec le fond... On commence direct par ça, mais c'est vrai que c'est une belle pièce, voilà, c'est ça. Celle avec le fond bleu est quand même un poil plus rare. C'est ça. Même si les deux sont quand même assez... Là, c'est un de mes achats où j'ai un peu craqué parce que je me suis dit en fait quand t'es vraiment passionné il faut avoir une vue d'ensemble en fait. Ah, il y a de l'activité ici. C'est bien. Voilà. Comme tu vois. Ah oui. Tout est assorti jusqu'au moindre détail. Ah oui je vois ça, ouais. Metaslug. D'ailleurs, alors on le voit pas tout de suite, mais t'as quand même la masterpiece. Ouais. On peut dire que c'est Metaslug, non? On peut dire si tu vises... c'est là-bas? Ce petit coin là-bas. Ah, d'accord. Alors attends, on y va après, t'inquiète pas. Alors, quand j'arrive dans ta pièce, François, qu'est-ce que tu montres quand les gens arrivent? C'est toujours la question que je pose. Tu montres quoi aux invités? En général, ce sur quoi ils vont tomber en premier, on va dire, c'est plutôt la game room en tant que tel, l'endroit où on va se poser. Parce que moi, je fais la collection Neo Geo, mais je suis aussi joueur. D'accord. Collectionneur et joueur. Donc c'est plutôt le setup en fait. Alors donc ton setup de PVM, oh là là là. Avec des PVM, donc là tu as 3 PVM Sony 2950 QM, donc c'est vraiment un... C'est le meilleur. Ce qu'on appelle le bloc, vraiment qui te permet d'avoir une résolution donc jusqu'à 480p, donc c'est vraiment... Ah c'est-à-dire, attends, ça fait du P ça, vraiment? Ouais. D'accord, ah ouais, donc parce que je les ai ceux-là, mais attends, parce que t'es quoi en YQV derrière, en cinch, c'est ça? Exactement, t'es en SCART to BNC en fait. C'est ça, tout à fait, d'accord. Exactement. Ouais. Ah c'est, oh là 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 là, ça, parce que là j'ai envie de te dire, tu collectionnes la Neo Geo, mais tu ne peux pas avoir un simple écran quand t'as une collection comme ça. C'est ça, tu dois te poser la question et te dire que chaque élément de la chaîne en fait doit être... c'est ça, mais oui, en fait, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, donc, tu me disais, donc, les PVM, on arrive les PVM. Alors, quel âge tu as et depuis combien de temps tu collectionnes cette console? Parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien aborder avec toi, la psychologie d'un collectionneur de Neo Geo. Alors, en fait, moi j'ai 42 ans. D'accord. Et je collectionne vraiment depuis 1999-2000, où là j'ai vraiment commencé avec des jeux comme... Metal Slug 3, les premiers jeux les plus accessibles, donc il y avait les Samurai Spirits. Ah, tu es un vrai collectionneur d'époque. Exactement. Mais j'ai fait une pause entre 2005 et puis 2015. Donc quasiment 10 ans. D'accord. Il s'est rien passé du tout. En fait. Et tu avais combien de jeux donc, quand tu t'es arrêté en 2005? Quand je me suis arrêté en 2005, j'avais à peu près une quinzaine de jeux. Entre 12 et 15 jeux. D'accord. Voilà. D'accord, donc tu as rattrapé un peu un retard, j'ai envie de dire. Ouais.
En fait, en 2016, je me suis rendu compte que, je sais pas, j'ai eu un déclic où je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Et j'ai commencé à... J'adore, voilà. C'est ça que je veux faire dans la vie. Ouais, c'est limite un peu ça. Enfin, c'est juste... Une passion, ça s'explique pas, ça se vit. C'est ça, exactement, ouais. Et du coup, tu commences avec un titre, ça t'amène sur un autre titre, tu fais des rencontres, tu partages des expériences, tu rencontres des gens, tu compares un peu des états, ça te donne envie d'aller plus loin, et voilà. Et en fait, on s'émulsionne tous avec quand on voit ça. Alors, tu nous as montré les PVM. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors, tu sais que moi, je suis un très très grand fan de la Neo Geo. Fut un temps, j'avais pas mal de jeux Neo Geo. Il doit m'en rester une petite trentaine, on va dire. J'ai gardé vraiment les jeux que je voulais. Mais ça fait des années que je n'ai pas vu une collection comme ça, autant de jeux. Ouais. Parce que j'ai connu, on était une bande de collectionneurs à l'époque. Et j'ai vu tous ces jeux-là. Mais c'est... Tu sais, ça me fait quoi? Ça me fait un souvenir de l'époque. Tu sais, c'est comme un vieil ami que j'ai pas vu depuis longtemps. Ouais. De voir une collection aussi garnie de Neo Geo. Je retrouve un vieil ami là. Ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu voudrais me montrer dans cette fameuse collection que tu as commencé il y a plus de 20 ans? Plaisir. On va commencer par exemple par ce côté. Donc, moi, j'ai vraiment divisé la partie en jeux Jap, plutôt en bas. D'accord. La partie euro et US en haut. Donc comme tu vois, je collectionne vraiment les deux. J'ai commencé à la base par collectionner du Jap parce que par définition le full set Jap est le plus grand full set avec tous les jeux que tu puisses avoir. Exactement. Les 119 jeux. Donc là j'ai un quasi full set, il me manque 7 jeux. Donc ce que tu vas voir ici par exemple c'est la série des King of Fighters. C'est ça, voilà. 2014 jusqu'à 2003. Bon, avec des états qui sont ce qu'ils sont, mais de manière générale, c'est quand même du bon état. Après, on part, par exemple, ici, sur la série... Parce que ça, c'est un World Heroes. Ça, c'est un World Heroes, voilà, justement. Donc, un World Heroes Perfect aussi. Voilà, après, il y a aussi du Savage Rain. Du Savage Rain, un petit... Alors, celui-là, il est plutôt sympa, celui-là. Il est très, très sympa. Il a vraiment une bonne personnalité, parce qu'en fait, quand il est sorti en 96... C'était un des premiers jeux... 95 plutôt. 95, pardon. Oui. Ah oui, parce que c'est Kingdom Counter. Ouais, et c'est ça, ouais. C'est vraiment un des premiers jeux qui avait vraiment sa patte en termes de personnalité, des différents personnages avec des armes blanches. C'est ça. Et puis surtout, le concept aussi avec des gros sprites. Un peu... Ah, tu dis sprites? Ouais, sprite. D'accord, non, c'est peut-être le... Ouais, ok. J'adore. Un petit peu de la même manière que Art of Fighting 2. C'est vrai. Vraiment... Et alors, ce boss-là, ouais. il est imbattable presque. Ouais, alors, exactement. Le King Leo, là, Ah non, mais il est très beau, mais il est... Ouais, je me frotte bien les dents, là. Ah ouais, carrément, tu m'étonnes. Ouais, c'est sûr. Donc il n'y a pas forcément une logique, j'ai pas mis tous les éléments, si tu veux, de chaque série ensemble, mais il y a des choses assez sympas, donc bon, évidemment comme un Garou. Alors attends, là, faut que Garou, Mark of the World, ouais. Mark of the World. Et quand même un cornerstone, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire c'est vraiment un immanquable. Mais c'est une masterpiece, alors aujourd'hui abordable, d'une certaine manière. Alors est-ce que on est dans la Neo Geo? Et on peut parler de tarifs de temps en temps, tabou pour toi ou pas? Aucun tabou, quoi. Aucun tabou. Aucun tabou. Alors moi je suis le marché. J'ai commencé au moment où le marché était propice, dans les années 2000. Hein. Les années 2000, je sais pas, mais quand tu cherchais probablement un Metal Slug 1, Jap ou 2, bah voilà, tu pouvais le sortir autour de... Ouais, probablement 1200, 1500 euros, quelque chose comme ça. Oui. Donc voilà. Maintenant, on vit à une autre époque. Oui. Voilà, j'ai pu faire du trade, j'ai pu vendre certaines pièces, récupérer d'autres. Mais immanquablement, tu peux pas parler de la collection des jeux sans parler. On est bien d'accord. On est bien d'accord parce que même il y a le prix, la rareté et souvent ça va avec quoi. Exactement. Après. Variante? Non. Non, c'est pas la variante, mais je me suis aussi affectionné à essayer de trouver des jeux scellés. On va dire scellés. Alors ici c'est pas le cas, pardon. D'accord. Je pensais qu'il était scellé, mais par exemple je vais avoir 2 fois le même. World Heroes par exemple ici là. Un petit World Heroes, ouais, celui-là il est pas scellé, non? Bon, ceci dit, World Heroes, ça c'est vraiment le jeu par lequel tout collectionneur de Neo doit commencer, parce que d'une part il est accessible, et deuxièmement il est... Alors, c'est-à-dire accessible, c'est-à-dire en termes de tarifs? En termes de tarifs, ouais. Exactement. Si on se lance sur la Neo Geo, c'est un jeu qui est encore accessible aujourd'hui, mais c'est quoi l'accessibilité comme tu... Bah l'accessibilité, ça veut dire que tu vas être sur un prix autour de... entre 150 et 180 euros à peu près pour ce jeu. C'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. Donc ça veut dire que l'accessibilité à la Neo Geo aujourd'hui commence par ces tarifs-là quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a un prix plancher qui est
Disons que le fait d'apporter l'arcade à la maison ne vient pas à n'importe quel prix. Oui, c'est ça. Ouais, l'excellence n'a pas de... Voilà. Après, il y a évidemment l'aspect de la nostalgie qui va venir se rajouter à ça. Et puis voilà, quoi. Et d'ailleurs, c'est pourquoi toi, tu t'es lancé dans la collection en 99 déjà. Qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui a fait que tu es revenu en 2015, réellement en fait, dans ta tête? Réellement, c'est que déjà en 2000, 99, ouais, plutôt 2000, quand Metal Slug 3 est sorti, et évidemment Metal Slug 3 pour moi c'est vraiment l'aboutissement en termes de maîtrise technique des concepteurs de la Neo, vraiment 708 mégas. 708 mégas exactement. Déjà le jeu est énorme, il est multipath, c'est-à-dire tu peux choisir un petit peu tes chemins, et c'est vraiment la démonstration, je trouve, où tu en prends plein la gueule, quoi. Vraiment. On est d'accord. Ouais. C'est même des fois on pourrait dire c'est même trop, c'est too much. C'est too much, parce qu'il y a trop de trop. Il y a trop de trop, et puis t'as envie de vivre tout. T'as envie de vivre tout, toutes les séquences de jeu, enfin c'est juste. Et puis vraiment les animations, les pré-rendus 3D, en fait il a vraiment, on va dire, ce que la série Metal Slug peut t'offrir de mieux. Donc quand tu connais bien les Metal Slug, et moi c'est vrai que je suis particulièrement, on va dire, passionné de Metal Slug dans le sens où j'ai... Alors on va voir là après. Le full set, Jap, c'est dingue. Mais aussi la version US. Non mais ça c'est dingue, là il va falloir que tu nous le montres ça. Ouais. Alors on était un petit peu ici. C'est vrai que, bon, en parlant de Neo Geo, il y a tellement de choses à dire, on passe du coq à l'âne, on s'en fout, on est entre nous. Hein. Donc on le fait à la cool. Alors t'étais là en train de nous montrer un peu des jeux. Alors qu'est-ce que t'as d'autre un petit peu dans ta collecte, même si t'as des anecdotes. Oui, donc tu disais Metal Slug, juste on termine sur ça aussi, tu disais ouais. Metal Slug t'as fait revenir... En 99, excuse-moi, c'est vrai qu'on n'avait pas terminé ça. C'était en 2000, et du coup je l'ai commandé sur le Neo Store à l'époque, donc version US, et je me suis dit, bah voilà, ils vont continuer à nous développer des jeux de ce calibre, de cette qualité, et c'est un petit peu ce qui m'a encouragé à continuer. Mais en même temps, c'est pas forcément par rapport aux jeux futurs qui étaient sortis, mais je me suis dit, je veux redécouvrir tous les jeux qui étaient antérieurs, qui n'étaient pas sortis avant, et puis vraiment les explorer mieux. Donc j'ai cherché des jeux, bah voilà, comme le donc ça c'était dans ta période de 99-2005. Ça c'était, voilà, exactement, dans la période de 99 jusqu'à 2005, exactement. Donc là j'ai vraiment cherché à mieux connaître déjà la suite de Savage Rain, qui est Kizuna Encounter, donc qui est le premier jeu où tu peux jouer en tag team, ce qui est déjà énorme, hein, ouais, ça c'est génial ça. Cartouche. Parce qu'on n'était même pas sur un DVD ou un CD, tu vois, comme le faisait la PlayStation, avec beaucoup plus de ressources, donc ça c'est quand même énorme. Et d'ailleurs tu sais que ce jeu-là en version MVS, il existe où tu peux linker des consoles. Exact, ouais, tu peux. Mais il est très rare. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très rare. J'ai entendu qu'il y a le multiplayer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un MVS un peu spécial. Et c'est assez spécial. Exactement, ouais. Et puis après, on parle de la période 2003. Donc après, il y a eu SVC Chaos, évidemment, qui est sorti. Ça, c'est un jeu qui est un petit. C'est vraiment le clash, on va dire, de Capcom versus SNK, quoi. Donc en fait, c'était une période 2003 où on était un peu sur la fin, malheureusement. Il y avait eu la faillite de SNK à proprement parler en 2000, et après il y a Playmore qui a pris le dessus. Alors tu sais que ce jeu-là était à l'époque quand ils ont fait, donc là c'est vrai que c'est SNK vs Capcom, mais il y a Capcom vs SNK, donc chaque marque entre guillemets a fait son jeu. Ouais. Mais quand la version Capcom est sortie à l'époque, ce jeu-là il était déjà terminé hein, chez SNK. Hein. Okay. Et on a attendu des années, c'était une rumeur. Okay. Et on disait oui, il existe, et il est sorti effectivement bien après. Mais il était dans les tiroirs pendant des années. Ok, je savais pas ça. Tu vois, il était dans les tiroirs pendant des années celui-là. Ouais. En tout cas, pas mal, mais c'est vrai que tu sens clairement qu'entre les années 99-2000, où là il y avait vraiment la vraie patte SNK, et Playmore, voilà. Tu trouves qu'il y a une patte différente sur SVC Chaos ? Il y a une patte différente, ouais. Alors que pour autant, c'est un jeu de l'ère SNK. Hein. Exactement, il y a une patte différente de la même manière que tu vas avoir une patte différente sur un King of Fighters 2003, par exemple, qui est sorti la même année, et qui, lui, va vraiment visuellement t'offrir un style beaucoup plus manga, tu vois, tranché manga. Oui. Complètement différent de celui, par exemple, que tu verras dans Art of Fighting, ou même... Garou Mark of the Wolves en fait, par exemple, quoi. Donc après on aime ou on n'aime pas, ça reste un excellent jeu quand même, hein. Il est très explosif, très, très rapide, voilà. Aussi le plus gros meg count, hein, parce qu'on est à 713 mégas avec celui-ci. C'est le plus gros celui-là ? C'est le plus gros. Il n'y avait pas du 800. Ah ouais, mais après c'est les Homebrew, les Crockbusters, tous ces jeux là qui sont... Après c'est les NG Dev Team qui voilà, sont pas, voilà, c'est ça. Sous licence. Ouais. Donc voilà. Dans la série des coffres, juste pour l'anecdote, celui que j'affectionne particulièrement, ça reste quand même le 2002.
Ah oui, d'accord. Ouais, le 2002 que je trouve vraiment très très abouti. Évidemment, tout le monde va dire le 98, c'est une sommité, ça c'est clair. Mais moi, ceux qui restent vraiment dans mon cœur, j'ai envie de dire, c'est le 2000 et le 2002. D'accord. Que je trouve vraiment... Parce que c'était à l'époque où tu étais vraiment à fond dans la collection et que tu les as fait, quoi. C'est ça, et puis aussi, c'est la jouabilité, enfin, je sais pas, il y a... Ouais, il y a un truc, quoi. Il y a un truc en plus, ouais. Que tu vas pas obtenir avec un 99 ou un 2001, etc. C'est vrai, mais c'est quand même joli d'avoir une collection comme ça aussi garnie. Il y a beaucoup de collectionneurs aujourd'hui. Moi, j'ai un peu lâché. Il y a eu toute une période de collection. Comme toi, en fait, on fait partie de la même génération de collectionneurs. Moi, j'ai commencé en 97 réellement à vraiment faire la Neo Geo. Je l'ai eu en 94, j'avais pas encore les finances, mais en 99 jusqu'à, comme toi, quasiment 2005-2006, et j'ai arrêté. Mais moi, j'avais fait l'essentiel de ma collection. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de collectionneurs de Neo Geo dans la nouvelle génération. Parce que toi, t'es ancienne génération et t'es revenu dans la nouvelle génération. Exact. En fait, moi, j'essaie surtout d'essayer de pérenniser un petit peu ça pour la suite, à savoir de faire connaître aussi à la plus jeune génération la Neo. Donc, il y a souvent des gens qui ont connu la Neo à travers les émulateurs, du MAME, différentes manières de jouer. Et du coup, tu as vraiment envie de leur montrer un peu cette approche physique aussi avec la cartouche, quand on a l'occasion. Moi, j'aime particulièrement ça parce que c'est vrai que j'ai aussi les setups pour ça. C'est-à-dire, c'est ça. J'aime bien savoir que j'aurai bientôt le full set, ça c'est clair. Ah, tu veux nous en parler de ça? Alors, c'est-à-dire qu'il te manque des jeux. Il me manque des jeux, effectivement. Même si ça se voit pas forcément. Mais par exemple, ce qui me manque, c'est il y en a un, mais je sais pas si je vais t'en parler maintenant. Alors attends, la question. Quel est ton Graal? Quelle est la masterpiece que tu recherches? Voilà. Alors la masterpiece que je recherche, ou plutôt la plus convoitée dans le but de finir le full set, c'est le Big Tournament Golf actuellement. Ah d'accord, tu vois, je croyais que tu allais me dire Kizuna Counter. Non. Kizuna Counter, je l'ai en Jap. En Jap? Non, mais c'est tag food truc battle, donc bon. Ouais. Alors, c'est pas la version euro. La version euro, tu dis? Oui, non, mais moi, je tout confondu, en fait. Ah, tout confondu, ouais. Tu cherches pas forcément Kizuna Counter en euro. Si, forcément. Mais bon, après, on va être... Parce que tu es réaliste. Voilà, exact. J'ai un peu les pieds sur terre et on sait très bien que Kizuna Counter Euro, de même que Ultimate 11 Euro, ont un statut de licorne, déjà du fait qu'ils ont été édités entre 4 et 6 exemplaires chacun, d'après ce que disent les chiffres. Oui. Et enfin, on sait exactement qu'il y en a eu ça, on peut le déterminer de façon factuelle, entre guillemets, oui, 6. Parce que si je dis pas de bêtises, après ça a évolué, mais les boîtes, tu sais, les boîtes Neo Geo, c'était 12, 10, après ça a été 8, et je crois que ça s'est terminé par 6. Par 6, ouais. Je dis peut-être une bêtise, bon, c'est par 6. Donc on sait que 6. Voilà. Parce qu'il y a une boutique, on le sait, qui les a reçus à l'époque. Stuttgart. Exactement, et ça c'est validé, on le sait. Ouais. Alors, parce que, tu sais, moi je fais partie d'une ancienne génération de collectionneurs, donc nous on le sait, on est en contact avec ces gens, ces boutiques-là, on le sait ça. On a discuté avec les anciens collectionneurs il y a beaucoup de collectionneurs qui ont lâché en fait tout ça, mais qui sont des mémoires vivantes de ça. Et ça, on peut le dire qu'il y en a eu 6. Ok. Là. Ouais. Voilà. Des petits malins qui ont eu dans leur malheur un bonheur d'acheter un mauvais jeu entre guillemets qui a été renvoyé pour la plupart des exemplaires au Japon pour être relabellisé. C'est ça. Alors ça, c'est quasi sûr, c'est la vraie version. Voilà. Et pas la version que j'entends. Parce que forcément, il y a plusieurs versions. Oui, il y a plusieurs versions. Donc pour toi, Kizuna Counter, c'est un jeu que tu sais que tu n'auras pas parce que alors les gens qui sont pas dans le milieu de la Neo Geo, parce qu'on parle d'un jeu, mais c'est un jeu qui aujourd'hui est estimé. Alors moi à l'époque, j'ai un ami de l'époque qui l'avait acheté 10 000 €. Okay. Tout début des années 2000. Je crois qu'on est en 2002, 2003. Un petit chanceux alors. Ouais. Je l'ai même eu entre les mains. Et donc c'était 10 000 €. Aujourd'hui, enfin voilà, moi je suis pas non plus. Combien il vaut aujourd'hui? Valeur théorique, mais pas en dessous de 100 000 €, je pense. Ouais. Enfin, ça peut paraître complètement fou. Vous nous direz ce que vous en pensez. Tu les mettrais? Mais pour ce genre de prix, je mettrais pas ça pour un jeu. Parce que on va parler de Metaslug. Ouais. Parce que on va développer. Donc, Big Tournament Golf, donc la version japonaise. Japonaise, voilà. Exact. Parce que sinon, c'est Neo Turf Master. Neo Turf Master que je suis aussi au niveau d'un vendeur potentiel en parallèle, mais je me pose aussi la question de la rationalité de d'abord finir le full set Jap versus augmenter un petit peu mon full set US. Donc,
la raison voudrait que je finisse quand même d'abord le full set Jap et ensuite que je m'intéresse au... Parce que c'est important, vous voyez, le Super Tag Battle, là on le voit, c'est Kizuna Encounter. En fait, c'est vrai que sur la Neo Geo, il y a souvent des titres japonais et des titres américains, Europe, Occident, on va dire. Qui ont un nom... Voilà, il y a un nom différent pour certains jeux. Donc, oui, d'accord. Alors, donc, on sait que ta Masterpiece, c'est la version de Note of Master japonaise, quoi. Ouais, exactement. Enfin, celle qui sera le plus difficile à trouver. Il vaut combien aujourd'hui? Il vaut quand même dans les... Ouais, ça va. C'est pas... Bon, ça reste quand même dans les 15 000 € au bas mot. Ouais, quand même. Ah là là. Moi, je suis resté sur des prix vraiment à l'ancienne. Là, je te parle d'un prix, donc non Sunfade, bon état. Ouais, d'accord. Voilà. Et t'as une piste? Approximativement. Je vous en dirai plus. D'accord, ok. Dans semaine, quoi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah bah, tu sais que la vidéo, elle est pas prête d'être diffusée, donc tu peux nous dire, franchement, là, d'ici là, tu l'auras reçue, et je ferai peut-être une incrustation, tu vois. Là, c'est sûr que si tu l'as eu, il y a une incrustation avec toi, avec le jeu dans les mains. Ok, magnifique. Alors, tu peux nous dire. Je te confirme, j'ai une piste, et d'avance, je remercie déjà, d'ailleurs, la personne qui va me céder cette pièce. D'accord, donc c'est sûr que tu vas l'avoir. Oui. Au prix que t'as annoncé? Non. Ah ouais, d'accord. C'est pas loin? Ok, ok, d'accord. Mais t'inquiète pas, on passera pas devant, la vidéo sera pas diffusée d'ici là. Mais si tu l'as, on a vu une belle incrustation là. Voilà. Alors vas-y, montre-nous encore un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa Parce que c'est quoi les plus gros classiques? Tu nous as montré donc World Heroes. Qu'est-ce que tu me montrais par exemple? Quelqu'un qui commence la Neo Geo, voilà. Je commence la Neo Geo, tu dois me montrer des valeurs sûres. Des valeurs sûres, ok, très bien. Alors, valeurs sûres, on va déjà avoir Art of Fighting 2. Art of Fighting 2 qui est quand même un classique, même s'il est connu pour sa difficulté, mais pour son accessibilité. C'est un excellent beat'em up versus, hein, donc voilà. Ensuite... Alors parce que tu dis, toi effectivement, là t'es gentil, parce que là l'accessibilité, c'est-à-dire que c'est des jeux qui sont abordables. Abordables, exactement, ouais. Parce que là on est même moins de 180 € aujourd'hui, ou pas? Là on est à peu près entre 120 et 150 €. D'accord, voilà, ok. Approximativement. Ouais. Bon, évidemment, après, on va avoir KOF 98. Si vous devez n'avoir qu'un KOF au niveau de sa technicité, enfin son plaisir, c'est vraiment le KOF 98. Il est juste magnifique. D'accord. Excellente bande-son. On est quand même aussi un beau mech count. Hein, ah ouais, 683. Ça tape bien. Et surtout ce jeu, mais comme très souvent dans les King of Fighters, le son stéréo, s'il vous plaît, oh là là, avec le jack extérieur. Tu l'as fait toi par exemple? Bah, bien sûr, il faut toujours faire sortir le jack ici. Parce que c'est vrai que la Péritel sort du mono. Exact, sort du mono. Donc en fait, il faut sortir en jack, relié en cinch sur un ampli qui lui... Tu pourras nous faire une petite démo après? Ouais, pas de problème. Parce que dans l'idée, moi, le son de la Neo Geo, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les jeux arcade, alors Konami l'a fait fut un temps en arcade, ils ont eu toute cette série de jeux avec des sons de fou, etc. Capcom aussi avec le Q100, etc. Mais avant la Neo Geo, les sons des jeux, c'est la Neo Geo qui a fait booster un petit peu. Alors bien sûr, il y avait des jeux un petit peu avant avec des bonnes musiques et tout, mais qui a généralisé ça. Mais la Neo Geo, c'est des sons de ouf. C'est ça. Bah, t'as le fameux processeur Yamaha 16 pistes. Ah ouais, c'est un truc de malade. Qui pour l'époque, 90-91, était un truc de fou furieux. Parce qu'on l'avait vu avec Ben RGB quand on avait fait l'émission sur Magician Lord, c'est qu'effectivement, à la base, il s'était dit, il voulait, quand tu lançais un jeu, on le voit par exemple dans Top Hunter, ça fait toum 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 et 5. Exact. Tu vois par exemple, il voulait avoir des pubs et il se disait que pour avoir des pubs, pour qu'il y ait un son intelligible, une musique vraiment, une pub d'une bière, etc. Il fallait le son. Donc en fait. Et puis il fallait les voix digitalisées en fait. Donc ils ont mis le max sur ça. Exact. Là où à un moment donné, ils ont réduit plein de facteurs graphiques sur les Neo Geo par rapport au projet initial, mais sur le son ils se sont dit. On ne bougera pas, on restera, on ne touchera à rien parce qu'on veut placer des pubs avant. Exact. Et là, il faut que tu nous montres après comment ça donne. Bon, même si le son là est capturé en mono, mais il faudra quand même que tu nous montres ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de valeurs sûres? Qu'est-ce qu'on a d'autre en valeurs sûres? Bah, on a évidemment les... Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Bah, le World Heroes 2 que je vous ai montré, hein, ça c'est clair. Donc ça, oui, ça te... Ouais. Ça c'est un très très bon... Alors, tu nous montres des versus fighting depuis tout à l'heure. Que des versus fighting pour le moment, c'est vrai. Alors après, on a évidemment un jeu qui est juste magique. En shoot, c'est le Last Resort. Last Resort qui se trouve... Alors là, par contre, c'est vrai que... Voilà, là pour le coup. Alors là... Voilà, un petit Last Resort, donc version Jap. Donc avec l'intro à la Akira. À la Akira, exactement. Donc on est en plein dans Akira, vraiment, avec ce début de jeu sur fond de...
de Metropolis, non, voilà, c'est néo-futuriste, extraordinaire. C'est juste incroyable. Et surtout, du haut de ces 45 mégas, en fait, il réussit des prouesses sur le plan technique et puis au niveau des graphismes. Voilà. D'ailleurs, tu verras, en fait, sur une majorité de jeux qui ont été édités et développés par SNK, une qualité, vraiment il y a une patte qui fait... Oui, alors là, je vais dire peut-être une bêtise, mais il y a des anciens d'IREM, il me semble. Ouais. Dans ce jeu-là, il y a du IREM. Hein. Exactement, on le voit très clairement d'ailleurs hein, sur les éléments graphiques, enfin les boss, tu vois, même les effets de flamme. Alors cette flamme, tu vois, que tu vois là, elle a été réutilisée dans King 94. Exactement, ouais. C'est ça que t'allais dire. Et 95 en fait, Ouais, ouais. l'intro... Non, mais c'est même le... Alors dans l'intro, et c'est celui aussi qui crache du feu. Ouais, exactement. C'est le vieux là, Genzai là. Ouais, il boit et il crache du feu. C'est juste. Ouais. C'est ça qui est sympa aussi entre les jeux, effectivement, c'est tu vois un petit peu les reprises. Ouais. Donc ça, vraiment une valeur sûre, je peux que vous le recommander. Il est relativement accessible, il est un peu plus cher que les autres hein, quand même. On sera autour de... Bon, pour une version japonaise, ça sera un peu plus cher, mais on sera plutôt autour de 700 € à peu près. Ah oui. Pour un jeu comme ça. Et est-ce que tu peux nous montrer, parce que c'est vrai qu'on parle d'Anojo, une cartouche. Ouais. Juste pour nous montrer quand même une cartouche. Je vois qu'il y en a qui sont dans des crystal box et d'autres qui ne le sont pas. C'est vrai. J'ai pas poussé le vis jusqu'au point d'avoir tout en crystal box. Mais, voilà. Alors nous montrer un peu une cartouche Neo Geo quand même parce que. Alors là on peut même pas faire de comparatif avec la Super Nintendo. Il y a rien en Super Nintendo. Il y a absolument rien. Ouais. Mais regardez une cartouche. Tu regardes un peu le gabarit de la bête, c'est autre chose quoi. C'est sûr. Donc avec les deux PCB, hein, c'est ça. Chaque fois deux PCB. Donc en fait, il faut se dire qu'on a vraiment un mini ordinateur entre guillemets pour chaque jeu. En sachant que même la console, c'est-à-dire qu'il y a ça, la console, elle est capable de faire des prouesses quoi. Et puis surtout qu'au niveau de la surface, tu peux t'autoriser ce genre de prouesses parce que tu as un nombre de pistes beaucoup plus impressionnant que celui que tu aurais sur une Mega Drive ou une SNES, voilà. Et c'est vrai que alors pour approfondir, ça nous permet de faire plus de choses. Exactement, ça te permet vraiment d'avoir moins de limites, d'avoir... ça lit en direct, quoi. Ça lit en direct, t'as l'information en direct, et puis surtout la RAM... Oui, parce que l'information, elle va vite. La PCB, les deux PCB sont tellement grandes que les lectures sont très rapides. Ouais. Et par exemple, ce jeu, tu vois, Fighter's History Dynamite, c'est un des jeux, effectivement, qui porte un nom différent en japonais, selon qu'on est en japonais ou en euro, en fait. Par exemple, ouais. Voilà, Carnov Revenge. Carnov's Revenge, exactement. Et tu sais qu'il y a eu un procès avec Capcom avec ce jeu-là ? Alors non, ça tu m'en apprendras plus. Ouais, il y a eu un procès. Capcom a voulu faire un procès à Data East par rapport à ce jeu-là. D'accord. Ouais. Pour utilisation du... Ah bah que c'était une copie de... Ils ont dit que c'était une copie de Street Fighter, quoi. Ok, ouais. Donc, tu vois, mais c'est vrai qu'il est très proche. Hein. C'est le jeu qui se rapproche le plus de Street Fighter avec Breakers. Breakers, oui. Qui est un excellent jeu, mais par contre, en termes d'accessibilité, c'est déjà autre chose. Ah ouais, tu peux nous le montrer d'ailleurs ? Lui, c'est un sacré bad boy. Hein, ah bon, alors, c'est comme ça que t'appelles les jeux qui sont chers, c'est ça ? Ce sont des bad boys ? Là, ça m'est venu comme ça. Ah ouais, d'accord. Montre-moi le bad boys alors. Le bad boy... Ah bah c'est bien, comme ça on va aller un petit peu là-bas, tiens. Je te montre un petit peu la section des bad boys, ça va plutôt se trouver ici. D'accord, ah oui, donc c'est la section des bad boys. Alors là, on a l'ensemble des Metal Slug. D'accord. Alors, je m'excuse d'avance. Je le vois. Pour l'état de mon Metal Slug 4. Ça fait déjà un certain nombre de mois qu'effectivement il faut que je l'upgrade. Ah oui, c'est-à-dire que c'est même pas la tranche, c'est même devant. C'est l'entier. Donc ça veut dire que celui-ci vient vraiment du Japon. En fait, il vient d'un Espagnol, pour la petite histoire, que j'ai rencontré à Barcelone, qu'il avait sur lui et qui savait, je sais pas comment, que j'étais en vacances là-bas et il savait que je le cherchais. Montre-le-nous alors pendant qu'on en parle, comme ça on va pouvoir voir un peu. Je me suis dit, bon, comme tu sais, moi je collectionne pour collectionner, mais aussi pour jouer. Et je me suis dit, ça va être une gamer's copy, en fait, finalement. D'accord. Voilà. Après, tu te dis pas, je fais une repro, tu te dis pas que ça fera... Non, tu préfères garder le... Non, parce que je suis assez puriste dans le sens où je veux pas avoir de repro par principe. Et des converts, par exemple, aussi ? Alors, des converts, j'en ai quelques-unes, parce que pour certains jeux que j'affectionne particulièrement, comme Prehistoric Isle 2, par exemple. Quoi. Oh, d'accord, oui, mais ça, c'est pas... Voilà, c'est pas des converts de jeux existants... C'est simplement qu'ils sont malheureusement jamais sortis en AES, mais sinon, tu vas voir que, bah voilà... Ouais, tout est nickel, quoi, après. Le reste est plutôt correct. Ouais, non, c'est nickel, là. Ouais. Donc voilà, il a juste été tristement exposé dans une vitrine. D'accord, ouais, je vois ça, ouais. Après, ce qui est bien, c'est que comme tu peux voir aussi pour les jeux qui sont un petit peu plus précieux, j'utilise quand même un... Voilà, Anti-UV, ceux-là, ou pas ? Alors,
À la base, ça se dit anti-UV, Mais bon, mais en réalité, voilà, on est bien d'accord. Hein. on est bien d'accord. Je crois que c'est pas. C'est aussi la raison pour laquelle je suis dans une pièce qui est complètement aveugle. Comme tu Oui, oui, c'est vrai qu'il n'y a aucune fenêtre, il n'y a rien ici. Hein. Il n'y a pas de fenêtre. Même l'utilisation des spots lumineux, j'essaye de T'essayes de pas trop. faire en direct, tu vois, ça montre vers le bas. Donc, Après, ça envoie pas forcément des UV, que je dise pas de bêtises, les Non, lumières. Non, c'est vrai, mais bon, sur certains forums, tu vois quand même des gens qui disent à la longue, il faut quand même faire. D'accord, d'accord. Voilà, ouais. Donc là, on était sur la série des slugs en japonais. Et ici, on a les jeux qui sont. Un peu Sunfed Toshibi. Ouais, malheureusement. Fut un temps, tu vois, à l'époque, c'était un des plus rares. Ouais. À une époque, c'était vraiment, vraiment, vraiment loin devant un des plus rares. Ouais. C'est vrai qu'il a la réputation d'être un des jeux les plus rares, sauf erreur, toutes consoles confondues d'ailleurs. D'accord, même aujourd'hui alors. Même aujourd'hui. Parce qu'ils l'ont édité, ça c'est les chiffres que j'ai entendus, à 100 exemplaires et uniquement pour le marché japonais. Ah oui, non, de toute façon, c'est Donc, pour le marché japonais. Et alors, est-ce que je dis une bêtise, il est même pas en MVS celui-ci, non? Non, celui-là il est AES. Et il est pas MVS, rien du tout. S'il existe en MVS, bonne question. Alors. Ah, je me pose la question, peut-être que oui, mais bon. Ouais, en tout cas, je l'ai jamais vu en MVS. Ouais. Mais bon, c'est un jeu qui a peu d'intérêt parce que c'est un quiz, quoi. Ouais, c'est un quiz. Il faut savoir lire le japonais et puis ça pose des questions sur un. C'est un dessin animé, je crois. À la base, c'est un dessin animé. Ouais. Et ça pose des questions sur le dessin animé, quoi. Voilà. Et je pense qu'en salle d'arcade, les gens étaient plus partants pour jouer à du mahjong, tu vois, par exemple, que ça, en fait. Donc voilà. Sinon, dans la suite, alors il y a des qui sont juste magnifiques. Oh là 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 là, t'as le droit de faire ça là, t'as le droit de me montrer ça là. J'ai presque pas le droit, ouais. Ah non, mais là c'est. Surtout que je peux te dire une chose, c'est que s'il y a un des jeux que j'ai le plus sorti de toute ma collecte pour y jouer, c'est celui-là. Ah oui? Ouais, parce que bon, j'ai vraiment un faible pour Pulstar. Non mais Pulstar, j'étais un petit peu pour voir si. Alors on voit pas très bien, donc on vaut mieux que je reste comme ça. Ouais. Ah ouais, non mais Pulstar. Rapproche. En fait, c'est un jeu qui est sorti un shoot qui est sorti en 95 et qui est le premier à avoir, parmi les premiers à utiliser les pré-rendus 3D, mais à un niveau de qualité vraiment que tu voyais rarement en fait. C'est une dinguerie. Hein. Ouais, c'est complètement fou. Et ce que je trouve magnifique, c'est que tu as 8 levels, 8 niveaux, donc vraiment il y a une montée en dramaturgie du jeu. Et le niveau de difficulté, il est progressif. À la base, tu te dis, ce jeu il est trop dur, quoi. Mais en fait, tu le découvres, tu le redécouvres. Il est très punitif parce que ça fonctionne vraiment par checkpoint en fait. C'est un R-Type-like. C'est un R-Type-like, mais honnêtement, c'est le genre de jeu qui a une durée de vie, je trouve, qui est vraiment magique. Parce que tu sais qu'à la base, Nazca, tu sais, c'est ceux qu'on fait Metal Slug. Ouais. Quand ils ont intégré, ils ont fait Nazca, SNK leur a dit, on veut un R-Type. Parce qu'ils venaient de chez ARM, les gens qui ont fait Nazca, c'est les anciens d'ARM. Faites-nous un shoot'em up. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, nous on veut pas te faire du R-Type. Et quand ils ont vu ça, les mecs de chez IRM, parce que ICOM c'est une filiale de SNK, hein. Oui. Voilà. Et donc en fait, SNK s'est dit bon bah c'est pas grave, on va le faire par d'autres. Mais quand les mecs de Nazca, qui étaient des anciens d'IRM, ont vu ça, ils ont été scandalisés. Hein. Ouais, tout à fait. Non, exactement. Et puis après, ce faire les mecs d'ICOM, en fait, sont passés dans l'équipe de Yume Kobo. En fait. Oui, exactement. C'est pareil. Parce que même ICOM s'appelait pas ICOM à la base. C'était un dérivé. De toute façon, SNK a ouvert plein de sociétés pour faire leurs jeux à droite à gauche, mais pas sous son nom. C'est bizarre. En tout cas, ce qui a été le plus précieux, c'était vraiment les pépites, les graphistes et puis les concepteurs des jeux. Ouais. Quoi. Donc ils ont eu du flair. Ouais. Après, évidemment, il y a un incontournable. Blazing Star. Et Blazing Star, celui-là, c'est vraiment... Alors, un exemplaire authentique, évidemment, en AES, qui est vraiment pas facile à trouver aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'en voit pas forcément très souvent. Celui-ci, ce qui est bien, c'est que je sais que je l'ai eu d'un collectionneur italien. D'accord. Qui avait une très bonne réputation. Bon, ça fait déjà quelques années que je l'ai. Mais j'ai pu... et ça, c'est très important, en fait, c'est quand tu retraces vraiment... La traçabilité. La traçabilité et puis l'historique des possesseurs successifs d'un jeu. Parce que à partir du moment où tu pars du principe que tu vas pas ouvrir une cartouche pour vérifier, il faut quand même avoir un minimum... Alors, tu peux nous en parler de ça? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de copies, de contrefaçons. Alors, il y a énormément de copies, surtout pour des jeux qui ont été qui ont été des blockbusters, entre guillemets. Hein. Donc, on parle de Metal Slug X, Metal Slug 1, évidemment, Blazing Star. Après, il y avait d'autres jeux comme... même des Pulstar, en fait, ont été copiés. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, d'avoir un jeu, de se dire est-ce que c'est un vrai ou pas.
Moi, je l'avais, par exemple, Blazing Star, je l'avais. Je l'ai vendu en 2014 et c'est vrai que l'acheteur avait entièrement confiance parce que je l'ai même gardé le ticket de caisse. Je l'ai même gardé, hein. Je l'ai montré de mémoire, je crois que je l'ai montré au vendeur, mais j'ai voulu l'avoir pour t'avais le ticket de caisse dans le... de ticket de caisse. Et je me souviens avoir acheté Blazing Star, la petite histoire, elle est marrante. J'étais très jeune, je l'ai acheté franchement à sa sortie, donc 98. J'étais une deuxième main. Et je me souviens, j'avais été dans une boutique, même aujourd'hui, je fais encore plus jeune que mon âge, mais dis-toi, à l'époque, je faisais mes gamins. Ouais. Et je rentre dans une boutique, et je le vois, et je devais faire un truc, c'était soit ça, ou c'était un book photo. Je devais faire un book photo, voilà. Ouais. Et je m'étais dit, allez, je vais vous prendre Blazing Star. Alors je rentre dans la boutique et le gars, j'ai dit il est là, je peux le voir. Et puis alors le vendeur, tu sais, il me voit un gamin et je le vois comme ça. Et puis il me le passe vraiment et je dis il est bien et tout. Vous pouvez, je sais plus si je lui ai dit vous pouvez l'allumer pour voir et tout. Il me l'a allumé genre en mode. Et je dis ok, c'est bon, je le prends. Je suis en train de perdre mon temps. Oui. Et je dis ok, je le prends. Et il me dit t'as vu le prix? C'était 1690 francs. Et j'ai dit oui, j'ai vu le prix. Il dit mais tu le prends à ce prix-là, t'as bien compris. J'ai dit oui, je le veux. Et je l'ai eu à cette époque-là à 1690 francs, mon Blazing Star. Magnifique, bravo. Et c'était soit un book photo que je devais me faire, ou alors j'ai choisi ça. Ça doit être un kiff incroyable, d'autant plus que tu sais que tu l'as acheté telle date. Grave, carrément, ouais. Magnifique. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans les Bad Boys? Dans les Bad Boys, alors on a un autre jeu qui est pas forcément facile à trouver aussi, le Shock Troopers Second Squad, alors qui est on va pas dire un Metal Slug-like, parce qu'il est différent dans le sens où c'est une espèce de run and gun vue du ciel, avec donc évolutif, donc sans le scrolling forcé. Et donc c'est un jeu qui a été développé par Sorus en 98, sauf erreur. Donc là on voit pas forcément, mais c'est un bon jeu. Tu l'aimes bien celui-là? Je le trouve pas mal, je le trouve évidemment inférieur au 1. Ouais. J'ai un gros regret qu'il soit pas sorti en iOS, le 1. Ah, le 1 est juste extraordinaire. Mais j'ai quand même du plaisir à y rejouer de temps en temps. Moi je suis pas très fan, c'est une espèce de... c'est un peu comme Pulstar, moi j'aime bien Pulstar, ça passe pour Pulstar, mais là pour ce jeu là je pense que c'est 3D précalculé, passe pas quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté un petit peu trop brut de découpage. Ouais, les personnages, le cara design, c'est pas top. C'est vrai. Le voilà. Voilà, le fameux Breakers. Donc celui-là, ça c'est vraiment un jeu qui est top parce que déjà il est rapide, il est fluide et en fait tu l'adoptes comme tu adopterais ou tu as adopté à l'époque Street Fighter 2 en fait. C'est vraiment des arcs de cercle, double arc de cercle pour les spéciales, tu te fais vraiment plaisir. Aussi bien au niveau de la musique, du choix des persos, les décors, c'est bien travaillé, voilà. Moi je trouve que tu as raison, c'est vraiment un jeu qui graphiquement, même quand tu es dans le stage de l'Égypte et tout ça, les couleurs choisies, c'est ça. Vraiment, et combien ça vaut aujourd'hui ça? Alors celui-là, bon, c'est vrai qu'il est moins accessible. Là, on est plus autour entre 3500 et 4000 euros à peu près. D'accord. Et j'ai envie de te dire, c'est accessible encore presque, non? Non? Bon, ça a peut-être évolué depuis. Et moi, cet exemplaire, je l'ai eu en 2020, donc il y a 1 an et demi à peu près. Ah oui, donc c'est plus ce prix-là alors. Ouais. Mais je l'avais eu de quelqu'un qui est un gros collectionneur aux Pays-Bas et qui m'a aussi, pour la petite histoire, vendu. Ah, tu veux qu'on en parle le 1? Petite licorne. Alors vas-y, montre-nous le. Alors là, c'est quoi? C'est le Bad Boy? C'est quoi? C'est quoi lui? Ouais, le Metal Slug, montre-le nous. Alors non, attends. Viens, on monte déjà. Ouais, alors c'est quoi? T'as tous les Metal Slug. Alors là, j'ai la série complète des 6 Metal Slug en US, comme tu des vrais. Donc des vrais, du 1 au 5. Donc le 1, le 2, le X, le 3, le 4, le 5. Je mets le X avant le 3 parce que chronologiquement le X est sorti en 99. Et le Metal Slug 5, pour la petite histoire, il est en double insert. Donc bien sûr, le 4 aussi là. Le 4 aussi. Le 4 aussi, c'est une double insert. Hein. À la base, elle n'est pas comme ça. Effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, j'ai effectivement les doubles inserts l'un sur l'autre en fait. D'accord. Voilà. Mais je garde évidemment l'insert classique. D'ailleurs, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je suis un inconditionnel de l'insert classique. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque, alors c'était sur neogeo.com, Sean, qui appartient à ce site-là, était le distributeur. Et SNK, effectivement, avait fait des couleurs, comme vous le voyez là-bas, voilà, le 4 et le 5, jaune et rouge. Et lui a dit, moi je veux pouvoir proposer aux collectionneurs les jaquettes à l'ancienne, quoi. Ouais, me différencier quelque part aussi un peu. Ouais. Et puis voilà, exactement. Ouais. Mais ce que je trouve bien, c'est surtout au niveau du spine aussi. T'as vraiment une lisibilité. T'as quelque chose qui est hyper impactant, quoi. Je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Voilà. Ça, c'est les jeux euros, hein. Ça, c'est les jeux US, en fait.
US, voilà, on dit euro, US. Exactement. Tu peux nous montrer en fait la différence pour qu'on montre le 5 en US et en Jap, qu'on explique un petit peu la différence d'un jeu en US et en Jap. Alors en fait, bon, au niveau de la PCB, ça sera strictement la même chose, hein, parce que c'est strictement le même jeu, mais c'est vraiment essentiellement l'habillage. Donc comme tu peux voir ici, déjà au niveau du front de l'insert, sur la version Jap, on va avoir un full insert, c'est-à-dire vraiment qu'il y ait une couverture intégrale, où l'illustration va quasiment aller bord à bord. Ouais. Enfin, et encore là, c'est pas le meilleur exemple, mais oui, tu as raison. Ouais, exactement. Tandis que la version classique insert en US, en fait, on va avoir un encadré qui est un petit peu plus encadré, en fait. Voilà. Mais on verra un meilleur exemple avec Metal Slug 1. Et là, c'est vrai qu'il y a toujours les mégas ici. Ouais. Et sur la tranche, par contre, c'est ça qui fait la différence. Il y a deux écoles de collectionneurs. Oui. Sur la tranche, c'est vrai que les versions Jap, en fait, ont tout le temps des titres. C'est pas uniforme. Alors qu'en version euro, c'est toujours, c'est top quoi. Ouais, c'est uniforme, c'est propre. C'est toujours pareil dans une collection, on le voit, hein, par exemple là, on voit si on prend, voilà, là ça. En fait, ce qui est drôle, c'est que tu verras aussi que les teintes de gris sont pas les mêmes. Parce que par exemple, tu prends un Art of Fighting 1, qui est ici. Le gris est beaucoup plus foncé anthracite que le gris clair du Art of Fighting 2. Donc c'était vraiment des badges d'impression en fait d'année en année qui ont un peu... Et pourquoi t'as deux Robo Army truc en bound? Alors parce que là par exemple j'ai un exemplaire qui est scellé. D'accord. Donc en fait bon, de temps en temps je fais un peu des écarts entre guillemets, à savoir au lieu d'essayer de finaliser une collection, j'ai une opportunité pour un exemplaire scellé qui est pas trop cher entre guillemets. D'accord. Je me dis ben voilà, c'est... De toute façon ça va pas se dévaluer, mais là c'est plus un peu pour la partie collection. C'est bien de se dire qu'on a des jeux neufs. Ouais. C'est sympa aussi, c'est vrai que c'est... C'est sympa aussi, et puis je sais pas, quand tu affectionnes un jeu, j'ai toujours beaucoup aimé Robo Army, déjà pour la sonorité, tu sais, du clash, tu casses de la ferraille, tu te fais plaisir, et voilà. Et puis du fait que c'est un exemplaire US, je dirais encore plus, parce que moi c'est vrai que l'US, j'affectionne tout particulièrement. Alors tu sais, en plus là tu nous montres Robo Army, je te laisse ranger, c'est un des meilleurs exemples de jaquette qui est différente. Tu peux nous montrer la version Jap, parce que autant... Souvent des fois, enfin non, tu me diras, même Fatal Fury, les jaquettes sont horribles mais montre-nous Robo Army en euro et en Jap. Alors euro... parce qu'il y a deux écoles. Ouais. Il y en a qui aiment bien la version euro et d'autres qui aiment... Moi je préfère la version Jap. Elle est grise sur le côté normalement, c'est gris, c'est gris, c'est gris. Où es-tu? Tu es où? Il y a tellement de jeux. Il est là, voilà. Il est là. Effectivement. C'est deux écoles. C'est vrai que là, c'est radicalement différent. Ouais, là, franchement, c'est un style. Voilà. Et là, on a un parfait exemple de l'illustration intégrale en fait en Jap. Parce que là, c'est vraiment du bord à bord. Ouais. Et là, on voit c'est un carré, quoi. Ouais, c'est un rectangle dans. Enfin, bien que, c'est vrai qu'il y a une illustration sur un fond, mais bon, c'est. Et vous préférez quoi? Dites-nous dans les commentaires laquelle vous préférez. Moi, je préfère la Jap. Il y en a plein qui préfèrent l'euro US, mais... Pour ce cas de figure, je suis d'accord avec toi. J'aurais tendance à préférer la Jap. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme jeu, toi, par exemple, que tu dirais dans un autre cas de figure? Pareil, tu prends Fatal Fury 1. Fatal Fury 1, alors... je vais mettre ça là. Moi, je dirais que je... Là, il y a le Fatal Fury 1 en... Ouais. Alors, moi, je pense que j'ai quand même un faible pour la version US, parce que rien qu'au niveau de l'illustration, on voit qu'on est vraiment... Tu sais, dans une thématique un peu comme ces mauvais films d'action de la fin des années 80, tu sais. C'est vrai. Et en fait, ce qui est trop beau, c'est que comme c'est un des tout premiers jeux qui est sorti, en fait, il y avait un style un peu naïf où tu vois que SNK n'avait pas encore adopté une certaine patte au niveau des illustrations, donc ils ont pris un petit peu ce qui leur venait par la tête pour une ambiance beat them all. Ouais. Voilà, quoi. Donc, et montre-nous la version Jap alors. Et la version Jap. Qu'on compare un petit peu. Alors, c'est pas un luxe de chercher un jeu Neo Geo, sérieux. Mais est-ce que t'es sérieux? Il est où? Tu vois, voilà, c'est complètement différent, quoi. Ouais, complètement différent, exactement. Par contre, c'est vrai que la classe de cet insert... Ah non, mais sérieusement, quoi. Et ça, c'est pareil. Ouais. Le jeu ne s'appelle pas Fatal Fury en japonais. Non, effectivement. Voilà, donc c'est vraiment des titres qui sont complètement différents. Non, exactement. Et puis aussi bien le front que le back. Tu vois qu'il y a aussi là un souci du détail pour les illustrations en fond. Et tu as raison de nous le montrer parce que c'est vrai qu'en euro, en US, il y a toujours 4 photos et le texte en dessous, tout le temps. C'est vrai. Ils sont beaucoup plus systématiques. Oui, c'est vrai que, vous voyez, une collection US, euro, regardez comment c'est. C'est joli. Là où on prend, par exemple, là, on va prendre les King of Fighters qui sont là-bas, là. Vous voyez, là, c'est encore différent. Vous voyez, c'est pas uniforme. C'est vrai. C'est pas uniforme.
C'est vrai. Et puis aussi au niveau du positionnement du logo, tu vois, on n'a pas de logique en fait. C'est vrai. Des fois il est un petit peu au-dessus. Voilà. Oui, et les photos des fois sont inclinées ou pas, mais ça c'est plus vers la fin qu'ils ont fait un peu. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on était en Metaslug parce que on va partout en fait. On a du mal à se canaliser. On se disperse un peu, on passe un peu de gauche à droite. Voilà. On a envie de tout voir. Quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Metaslug? Alors avec Metal Slug, ça c'est vraiment un épisode. Ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, pour ainsi dire, quand j'ai pu acquérir cet exemplaire. Donc pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui m'a contacté grâce à ma chaîne YouTube en fait. Aussi. Donc oui, parce que tu as une chaîne YouTube. Alors j'ai une chaîne YouTube, je suis pas aussi prolifique que toi, mais j'ai quand même une chaîne YouTube sur laquelle j'aime bien un peu partager mes impressions, mes envies en fait par rapport à la collection Néo. Et quelqu'un m'a mis dans un commentaire, écoute, je suis un collectionneur basé aux Pays-Bas. Il se trouve que j'ai récupéré un exemplaire de Metal Slug 1 US parmi tous mes autres exemplaires de Metal Slug US. Donc il avait vraiment un set de Metal Slug US. Il y avait tous les 6 qui voulaient potentiellement proposer à la vente. Donc au début, il était plutôt partant pour vendre tout en bloc, donc trouver un acheteur qui dispose quand même du budget. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi le seul qui me manque, c'est celui-là, sachant que j'avais déjà ces 5 épisodes. Donc évidemment, c'était un peu la pierre d'achoppement. Et au bout d'un certain nombre de mois, je dirais 4-5 mois, il m'a recontacté par MP, il m'a dit, écoute, tu sais, si jamais je me suis rendu compte, c'est pas si facile que ça de trouver un acheteur pour tout en bloc. Donc je suis ouvert au fait qu'on commence à discuter pour cet exemplaire. Et je dirais, la négociation, elle s'est faite sur une période de 3-4 semaines quand même. On a vraiment pris le temps de... Voilà. Il a voulu en savoir plus sur moi, pourquoi j'ai commencé à collectionner, vraiment. En fait, c'est le genre de jeu où t'es obligé de t'immiscer un petit peu dans la vie de l'autre pour savoir d'où il vient. Parce que ce genre de jeu, il débarque pas de n'importe où, tu vois. Oui, déjà, pour toi, je voudrais dire, pour toi, c'est encore plus... C'est à toi de savoir que lui. Exactement. Lui, limite, il peut juste compter si les billets sont des vrais ou des faux. Moi, j'ai dû plus faire un travail de détective à ce niveau-là. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pu avoir des preuves comme quoi lui, il avait récupéré d'un des plus gros collectionneurs aux Pays-Bas, qui avait aussi une chaîne de magasins de jeux vidéo, en fait, aux Pays-Bas. Donc, j'ai vérifié l'information dans le sens où j'ai pu retrouver son contact. Je me suis permis de le contacter pour lui demander... Bon, c'était un petit peu pied dans la porte, hein, mais est-ce que tu as bien, à un moment donné, donc il y a quelques années, vendu ton exemplaire à telle personne? Et il a pu me confirmer, en fait, sans me connaître ni d'Ève ni d'Adam. Donc, quelque part, il a répondu assez honnêtement à mes questions. Et j'ai pu vérifier effectivement que la traçabilité se faisait bien. Et alors, est-ce qu'on peut aborder le tarif? Alors pour cet exemplaire, on avait commencé avec un chiffre rond, on va dire. Alors je peux dire un truc, juste avant que tu donnes un truc. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu l'état d'esprit de Metaslug. Tu sais que moi j'avais une jaquette officielle de Metaslug, de celui-là. Okay. Je sais pas si tu savais. Ouais, j'ai dû le voir. Et je l'ai vendu il y a de ça à peu près 2 ans. 2500 €, une jaquette en état vraiment en très 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 mauvais état. On me l'avait filé, un ancien collectionneur me l'avait filé pour me remercier. Je lui avais filé une spin card de Metal Slug 2, il avait acheté Metal Slug 2 en CD-ROM, en CD, et il m'a dit, oh je l'ai acheté mais j'ai pas la spin card. Je lui ai dit, ah ça tombe bien, moi je l'avais à l'époque, parce que je l'avais racheté en euros en plus à l'époque. J'ai dit, bah moi j'ai revendu le mien, mais comme je sais que c'était pas une valeur sûre, une spin card en général les gens ils les jetaient, bah je l'ai gardé parce que c'était pas une valeur en revendant mon jeu. Voilà. J'ai dit, bah tiens je te la donne. Et quelques temps après il m'a dit, bah tiens moi en fait mon Metal Slug, mais là en tout début 2000, hein, donc les copies n'existaient pas. Il dit, bah j'ai réussi à trouver une jaquette de Metal Slug 1, je te donne la mienne abîmée. Donc voilà, pour vous compreniez, moi je l'ai vendu il y a 2 ans 2500 €. 2500 € et c'est parti. Et c'est parti. Donc voilà, on commence à mettre en abîme là, on commence à comprendre là. Et là, du jeu. Et là tu vas nous annoncer, parce que là c'est jaquette en excellent état, de ce que je vois. Elle est propre. On va sortir l'exemplaire. Ah oui, donc voilà, c'était pour vous mettre en bouche, pour que vous compreniez un petit peu. Et là tu vas nous annoncer le tarif. Alors cet exemplaire, j'ai réussi à le négocier pour un prix final de 26 500 €. Pas cher. 26 500 €, donc là je vous parle, c'était début juin 2020. Pas cher. Et honnêtement, je pense que pour moi, enfin vu mon niveau de passion, vu le marché, ça les vaut pleinement. Alors tu veux que je te donne mon point de vue? Ouais. Aujourd'hui il en vaut 50 000 sûr. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
J'avais pensé autour de 45, 50 effectivement, mais je me disais c'est peut-être un chiffre qui est un peu lancé comme ça, tu vois, mais en même temps... Non, moi je pense que je dirais 50. Alors il faut savoir si c'est un vrai ou pas, mais tu sais qu'il y a une chose que je vois. Alors moi j'en ai vu passer des jeux, Ultimate Eleven, que tu dis, le Kizuna, etc. Mais au-delà de ça, il y a une valeur sûre dans une cartouche, tu vois là, c'est le fait que là, ta jaquette, c'est bête à dire, hein, mais elle est abîmée ici là. Tu vois Exact. ça? Le fait que ce soit enfoncé, c'est un des défauts. C'est une moulure d'impression un petit peu... Ouais, en fait, non, c'est le moule de la carte de la boîte qui fait que les jaquettes rentrent. Et cet effet-là, tu peux pas, enfin, tu pourrais le faire, mais il faudrait attendre. Oui, il faudrait attendre quelques mois, j'ai envie de dire, pour au moins se rapprocher de ça, quoi. Moi, j'ai toujours fonctionné par une triangulation de 3 choses. Il y a d'une part l'insert. Après, il y a surtout la restitution des couleurs et la saturation des couleurs et le rendu. D'accord. Donc du mode d'emploi. Et là, comme on peut voir, on est vraiment sur un mode d'emploi donc, qui est gamer's copy, hein, donc il n'est pas parfait, c'est clair. Et mais tu sais que c'est un gage de qualité quand même, malgré tout. Voilà. Après, il y a un truc tout con, c'est les 2 agrafes, parce qu'elles sont à un endroit précis. Et puis après, évidemment, si tu vas, idéalement avec une loupe de bijoutier, il faut s'approcher pour voir que la trame d'impression offset en fait est cohérente. Et il y avait la fameuse histoire des briques ici. D'accord, oui. Ou sur certaines copies en convert, comme tu sais, il y avait toutes les briques étaient en continu, c'est-à-dire qui s'arrêtaient pas. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est des choses à savoir. À partir du moment où tu as une homogénéité entre le mode d'emploi, l'insert et le sticker de la cartouche, en général, ça c'est vraiment des aspects qui te disent que voilà. Et comment ça s'est passé une aventure comme ça? Parce que j'en ai connu des aventures. Là, tu fais pas un PayPal, tu vas sur place. Je vais sur place. Mallette de billets. Non, j'ai fait un premier virement via PayPal d'une partie de la somme que j'ai versée en tant qu'acompte pour le jeu. Donc ça je te parle, c'était 10 jours avant le voyage, parce que je me suis déplacé sur place, évidemment, j'ai pris un billet d'avion. Je suis allé là-bas, je suis allé rencontrer le gars à Amsterdam, en fait. Et on s'est vu à l'aéroport. On avait évidemment eu l'occasion de faire des FaceTime, des vidéos avant pour toute l'organisation de la transaction. Et je suis arrivé avec la somme résiduelle à payer qui était légèrement inférieure à 10 000 €. Voilà. Ah, t'avais déjà fait un bon acompte, hein? Ouais, j'avais fait un bon acompte. Ouais. Oh là là, t'as pris un risque ou pas? Parce que là, non, parce que j'avais payé moins que la moitié, dans le sens où j'ai fait un premier acompte de 8 000 €. Ensuite, j'ai provisionné mon PayPal pour l'équivalent de 10 000 € dessus. Et j'avais encore à peu près 8 000 € en cash que j'ai payé. Et comment ça se passe là, on est vraiment comme dans les films d'espionnage. C'est toute une enquête. L'argent, comment ça va se passer? En fait, j'ai vraiment dû faire un peu une espèce de due diligence, comme on dit, c'est-à-dire pour avoir le max d'infos sur le gars, sur sa crédibilité, sur ce qu'il faisait dans la vie, sur la façon dont il a eu le jeu, mais aussi il m'avait envoyé plein de photos de ses collections, parce qu'il est aussi collectionneur multi-console, donc il avait le full set Famicom, il avait un full set Neo à l'époque, à partir du moment où il a décidé de vendre certaines pièces, mais le gars était crédible en fait. D'accord. C'était vraiment, en fait c'est son pédigré que t'as été. Son pédigré, il a un statut d'entrepreneur, il est aussi bien dans ce qu'on appelle le hospitality management, c'est l'hôtellerie. D'accord. Il fait des investissements immobiliers, tu vois, c'est pas un... D'accord, il n'était pas sorti de nulle part, et puis il y avait une crédibilité financière de par son train de vie qui t'a rassuré aussi. Aussi, mais même si elle n'était pas manifeste, en fait, parce que quand je l'ai rencontré, on était les deux, on avait sac à dos, oui, d'accord, voilà. Oui, mais tu le savais toi d'avant. Mais je le savais d'avant. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'étais quasiment à 98-99% de chance sûre que j'allais faire ce fameux PayPal et puis lui filer le cash restant, on va dire. C'est énorme. Donc voilà, mais c'est vrai que ça s'est passé, on a pris bien 1 heure et demie, tu vois, j'étais vraiment là avec... il faut tout examiner, évidemment, tu vois, la loupe quand même. Après, il y a une chose aussi qui est magnifique, qui est très importante plutôt, mais je vais pas forcément vous le montrer là parce que ça serait difficile, mais il faut sortir l'insert et vérifier le jaunissement du papier. Derrière. Et quand tu as un signe de jaunissement d'un papier qui passe de blanc à blanc cassé / un peu jaunâtre comme ça, c'est aussi quelque part c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses que le vieillissement est naturel, que tu ne peux pas
faire artificiellement. Ouais, obtenir via quelque chose Voilà. qui aurait été imprimé il y a quelques mois. C'est-à-dire que cette marque-là, en fait, que vous voyez là, voyez, on le voit bien là. Ce détail-là est quand même un gage de qualité. Alors, on pourrait le faire au bout d'un an, quelques mois, si on force le truc, mais à l'époque, c'était aussi un gage, ça. Ça, c'est un gage, ça. Je sais pas si ça l'a été pour toi, par exemple, ce détail-là. Alors oui, mais dans une moindre mesure. Moi, je pense que tu t'es dit que c'est reproduisible, ça. Bah oui, je me suis dit, tu peux très bien gaufrer un petit peu. C'est ça que je veux dire, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Mais moi, c'est plutôt la non-saturation des couleurs, parce que j'ai vu pas mal de repros d'inserts, tu sais, où de manière générale, il y en a qui tirent beaucoup plus sur le rouge, c'est beaucoup plus saturé. Après aussi la netteté de l'impression, tu vois, ça c'est quelque chose qui alors moi je l'ai eu entre les mains, hein. Ouais. Alors c'est difficile des fois de comparer, parce mais que quand tu peux regarder ici, on a un niveau de détail, tu vois, au niveau du relief en fait, des typographiques qui fait que tout est vraiment, c'est net quoi, en fait quoi. Je sais pas comment dire quoi, mais voilà. Et pour l'avoir eu entre les mains, moi j'aurais tendance à te dire, mais je sais que tu sais que c'est un vrai, alors autant là question que je te pose, c'est un vrai ou pas finalement? T'as fait quoi? Tu l'as passé au carbone 14? Alors j'ai pas ouvert la cartouche physiquement, mais je l'ai montré, on va dire, à d'autres gros collectionneurs qui l'ont eu entre les mains, qui m'ont confirmé. Alors montre-moi ça, maintenant je vais te donner mon point de vue. Je vais te donner mon point de vue. Je l'ai eu pendant des années, je l'ai eu pendant quasiment presque 20 ans. Je l'ai eu pendant presque 20 ans. Et alors c'est très difficile, je fais le gars, c'est très difficile, mais ça me parle avec celui que j'avais dans ma collection, ça me parle. Avec la jaquette que j'avais, parce que moi j'avais m'étais fait un espèce de convert et j'avais mis cette jaquette dedans. Voilà. Pour pimenter un peu le truc, je pourrais me dire que le pourcent d'incertitude qui me reste, je pourrais l'effacer du moment que je passerai par... D'accord, quelqu'un qui... Alors, parce que faut qu'on explique en fait, pour savoir, c'est-à-dire si tu ouvres la cartouche, la boîte, pour qu'on montre-nous la cartouche, s'il te plaît François. En fait, à l'intérieur, il faut qu'on sache si ça n'a pas été soudé à la main. Voilà, c'est ça. C'est ça. À l'intérieur, il y a des éperomes et il faut qu'on sache comment ça a été soudé. Si ça a été soudé à la main ou de manière... À l'usine. Ouais. Mais il y a deux effets pervers. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire, c'est un Metal Slug japonais qu'on met, qui est fait en usine, parce que c'est exactement le même, tu le disais tout à l'heure, qui est l'intérieur. Mais là, il y aurait un risque pour celui qui veut faire de la contrefaçon, c'est d'abîmer une version Jap qui vaut combien déjà, une version Jap? Ça vaut en tout cas dans les 15 000 €. Voilà. C'est-à-dire que prendre le risque d'ouvrir une cartouche pour de remaquiller un Jap, c'est-à-dire lui enlever le sticker pour mettre une version US, ça vaut pas le coup. Le gars il arrive, il se dit oh non j'y crois pas, il y a un truc. Non mais il a foutu son jeu en l'air. Exact. Donc le jour où tu vas l'ouvrir et si tu vois que c'est des soudures d'usine, tu seras sûr. Ah là, il y a plus. Si les soudures elles sont pas oxydées, elles sont pas noircies, elles sont toutes régulières, elles sont faites proprement, normalement. C'est réglé. Ouais. Mais tu sais qu'à l'époque, SNK US, c'était une petite société, ils n'étaient pas beaucoup. On leur envoyait souvent, parce que c'était des cartouches qui valaient un certain prix, on leur envoyait souvent des cartouches. Et il y a des soudures faites à l'arrache de réparation. J'ai entendu parler de ça, effectivement. Donc, mais on voit que c'est quelques soudures. Ouais. Mais ça revient à dire que quelque part, quoi que tu fasses, tu seras jamais 100% sûr. J'imagine que si tu as 2-3 soudures faites à la main et que tout le reste est d'usine, bon, voilà. Voilà, exactement. Mais bon, le gars il t'a pas rassuré là. Ah non, mais j'entends l'argument. Voilà. Donc c'est une aventure de fou quand même. C'était bien qu'on en parle quand même. Mais avec grand plaisir. Et c'est vrai que le simple fait d'avoir laissé le gars après la transaction, voilà, on a pris un verre, on a fait santé. Et pendant les minutes qui ont suivi, où j'ai réalisé qu'effectivement j'avais un slogan US entre les mains. Et qu'est-ce que ça fait? Et ça fait que en fait, c'est comme si tu fais un peu le vide autour de toi. Tu sais plus vraiment ce qui t'arrive, on va dire. Enfin, quand tu as un niveau de passion et de collection comme celui que j'espère avoir, je pense avoir, c'est un truc de fou. Je pense que je suis resté vraiment assis sur une chaise à le regarder, à le tourner lentement. Mais je suis bien resté une demi-heure, 45 minutes, juste à scruter le moindre détail, à me dire, voilà, ça c'est le fruit de beaucoup de travail. C'est pas mal de sacrifices, parce qu'il faut quand même se dire aussi ce à quoi tu renonces pour pouvoir acquérir une pièce comme ça. Mais voilà. Alors excuse-moi François, mais c'est vrai que beaucoup de gens, voyant ta collection, auront un raccourci. En plus tu es suisse, les clichés, etc. auront un raccourci de dire, mais en fin de compte c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, parce que là
Ouais, là ça tape. Il y a beaucoup de lingots d'or, j'ai envie de dire. Non mais c'est vrai, on les vend en lingots. Tu sais, des fois, dans les dessins animés, par exemple, les lions et tout, ils voient c'est des beefsteaks qu'ils voient. Non, nous, on voit des lingots d'or, quoi. Ouais, mais bon. Bon, en fait, tu le vois différemment quand t'es tout simplement passionné, en fait, et puis que t'aimes bien les jeux, la collection, de manière générale. Mais c'est sûr que oui, sur le principe, là, t'as affaire à une collection qui vaut probablement pas loin de 180-200 000 euros à peu près. C'est ça. Et c'est des sacrifices, c'est-à-dire que tu peux te le permettre? Alors je peux me le permettre, mais en même temps, c'est aussi, comme on dit, choisir c'est renoncer. Tu choisis ça et tu... Oui, c'est ça. Mais est-ce que pour autant, le fait d'avoir ça, est-ce que le fait que tu aies pu être plus accessible que quelqu'un d'autre, par exemple, tu as pu obtenir ces objets-là plus facilement que d'autres, mais est-ce que pour autant ça t'enlève de la passion, de la légitimité de la passion? Non? Pas du tout, parce que tu te dis que c'est un moyen comme un autre en fait finalement pour accéder à une envie de... Tu vois, certaines personnes, je sais pas, font du tuning, collectionnent des timbres. Moi, c'est des jeux Neo Geo, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas y accéder, se dire, mais moi, j'ai pas beaucoup de jeux, mais je suis plus passionné que toi, mais toi, tu peux être autant passionné, même si tu as eu cette facilité à avoir les jeux. Bah, j'aurais le même plaisir à partager des anecdotes et discuter avec une personne qui est même très raisonnable comme ça, que quelqu'un qui... Voilà, c'est ça. Qui a des gros heavy hitters, comme on dit. Et puis, heavy hitters, c'est quoi ça? Heavy hitters, ouais. C'est-à-dire, en traduction? Les heavy hitters, c'est ceux qui tapent fort, quoi. C'est-à-dire, D'accord. Et c'est quoi la traduction heavy? Heavy, ça veut dire ceux qui... Fort, strong. Lourd. Ouais, lourd. Et hitters, c'est quoi? Hitters, c'est hit. Ah, hit, le coup de poing. Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est ceux qui tapent fort. Qui tapent fort, d'accord, ok. C'est une autre traduction des bad boys. Si tu veux, pour moi, ça c'est vraiment les heavy hitters en Jap. D'accord. Mais pour moi, bah voilà, ça c'est un petit peu le Dream Eaters. Comme on dit, le pinnacle of my collection en anglais. C'est-à-dire vraiment, voilà, ce qui fait un petit peu la raison d'être, je veux dire. Ah d'accord. De la raison pour laquelle je collectionne la Neo, c'est essentiellement ça. En fait, maintenant que j'ai ça, il faut que je fasse un nouveau projet. Tu vois, pour la Neo, en fait. Donc, mais pourtant, t'as pas le full set, donc ça va encore. Bah, alors, pour la version, pour les exemplaires en US, je suis loin d'avoir le full set parce que là, j'ai 68 jeux différents. En quoi? En US. En US, d'accord. En US, et donc le full set US, comme vous savez peut-être, c'est 96 jeux. Donc 96 jeux. Donc voilà, il m'en manque. Et c'est beaucoup plus cher. Et c'est beaucoup plus cher pour la plupart. Parce que rien que des jeux, tu vois, comme même un Savage Rain aujourd'hui US, c'est vraiment pas facile à trouver. Et là, à l'époque, autant il y a 5-6 ans, tu pouvais l'avoir pour peut-être 800 ou 1000 euros. Maintenant, c'est quasiment le double en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, donne-nous une différence. Par exemple, tu nous l'as montré tout à l'heure en Jap et celui-là en termes de tarifs. Alors, la version Jap, approximativement, tu vas la trouver à 500-600 euros à peu près. D'accord. Et puis celui-là, il est 1500-1600 euros à peu près. Ouais, donc il y a 1000 euros de plus. À peu près. Comme tu disais, Metaslug, 25 000. Mais aujourd'hui, on dit que sa cote de Metaslug, c'est 50 000 au moins. Ouais. En euros, en fait, en US. La semaine qui a suivi mon acquisition de Metaslug, j'avais déjà 3 personnes qui m'ont dit je te l'achète, et puis c'était des offres à minimum 5000 au-dessus en fait. D'accord. Donc la semaine qui a suivi. Je sais pas comment elles l'ont su, parce que j'avais rien posté ni quoi que ce soit, mais elles ont entendu par oui dire il a un exemplaire qui est authentique, tac, tu vois, j'attaque. Donc on est à 50 000, la version Jap, elle est entre 10 et 13, 15 on va dire. Ouais, voilà. Exactement. Alors l'exemplaire que j'ai, comme tu vois, malheureusement il est Sunfade. D'accord. Mais c'est quand même un exemplaire qui doit valoir à peu près autour des 11 ou peut-être 12 000 euros, quelque chose comme ça. Dans cet état-là même là. Peut-être un peu moins, peut-être 10. Mais la chose, c'est que il y a d'une part le prix, et il y a d'autre part le fait il faut trouver le jeu en original en fait. Parce que comme tu sais, c'est un des jeux qui a été le plus contrefait. C'est ça. Et il y a beaucoup, ça c'est vraiment un des jeux qui est entre guillemets peut-être le plus pollué, on va dire, les titres iOS sur eBay, de par le nombre de jeux qui ont été vendus, qui étaient prétendument des vrais, et en réalité qui sont... Et tu sais c'est quoi, hein, c'est des Français qui ont vendu ça au Japon, hein. L'histoire, c'est ça, hein, c'est que des Français sont allés au Japon, ont inondé les boutiques japonaises de jeux Metaslug, de faux Metaslug, quoi. Ouais. En les faisant passer pour des vrais, et c'est-à-dire que les Japonais les ont vendus dans leur boutique, et aujourd'hui, beaucoup considèrent ont ça dans leur collection en pensant que ce sont des vrais, parce qu'ils les ont achetés au Japon, mais en fait ont été vendus par des Français qui ont fait des contrefaçons. Ouais.
Alors, on a tous entendu certains noms, Oui. comme ceux du Sud, là. Voilà, on dit pleurer, on arrête là. On veut pas d'histoire. Non, mais c'est vrai, oui, voilà, on va dire ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est malheureux. C'est malheureux. C'est vrai. C'est malheureux parce que... pervers, effectivement, du... Et maintenant, un autre effet pervers, c'est que les Européens ou les Américains ont littéralement vidé le stock des jeux japonais au Japon. Enfin, des jeux qui sont vraiment recherchés, ce qui fait que ça a créé évidemment une inflation au niveau des prix. C'est ça. Et un renchérissement de certains jeux qui, à la base, étaient censés être accessibles, mais sont devenus beaucoup plus chers. Comme par exemple un Spin Master, typiquement. Spin Master, bon là, je vous montre une version US. Qui lui aussi a un nom différent, voilà. Miracle Adventure. Exact, Miracle Adventure, ouais, tout à fait. Qui est juste là. Donc là, on peut voir aussi, maintenant c'est vrai qu'une version Jap va se négocier autour des... Ouais, dites-moi si je me trompe, hein, entre 850 et 1000 euros à peu près pour une version Jap. Et la version... Fut un temps, c'était un peu kiff-kiff celui-là. À peu près, ouais. Et maintenant ? C'était plutôt 500, 550, tu vois. Ouais. Maintenant, on est plus à... celui-là, il doit tourner autour de 700, 750, et celui-là, je pense autour de 1000. Voilà, il est plus cher maintenant. Ouais. Enfin, il a toujours été un peu plus cher en Jap. Un peu plus cher en Jap. C'est un des rares exemples. Ouais, exactement. Il y en a un autre, c'est Viewpoint. Viewpoint aussi, ouais. Effectivement. Exactement. On sait pas trop pourquoi, en fait. Je sais pas si c'est le print run, qui a fait ça, mais c'est... Et tu sais que là, François, on est déjà à 1h05, mais je suis tellement dans mon élément par rapport au fait que ce soit de la Neo Geo, que c'est une console de cœur, et que ça fait plaisir. Ouais, non, mais donc, on continue encore un petit peu, on a au moins un petit quart d'heure. Ok. Ça te va ? Alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Est-ce que je peux faire un petit plan comme ça de certains jeux, comme ça ? Je vais filmer un petit peu, qu'on voit un petit peu quand même aussi. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on discute de certains, mais j'aimerais bien qu'on voit un petit peu là, qu'est-ce que tu as de beau. Alors tout ça, c'est des jeux qui sont sortis. Alors ça, c'est des jeux qui sont sortis pour la plupart au début, donc 91, 92. Par exemple, voilà, il y a un certain nombre de jeux qui sont sortis en édition carton. Donc c'est exactement le même jeu, ça c'est que des versions Jap. C'est ça. Donc au tout début, version carton, ce qui était beaucoup moins pratique parce qu'évidemment tu devais à chaque fois ouvrir le carton et puis aussi le réceptacle pour le jeu. Enfin, était quand même connu pour sa fragilité aussi, évidemment, le moule. Il se craquelait. Il se craque hyper facilement. Bon, celui-là, heureusement, est en bon état. Et tu sais alors, juste, je veux pas te prendre à défaut, mais entre-temps, on a rectifié, BenRGB a rectifié un petit peu cette idée reçue. Mais tu sais pourquoi ? C'est les boîtes carton ? Non. D'où viennent les boîtes carton, tu sais pas ? Je pense que j'ai dû entendre l'anecdote, mais rappelle-la moi. Donc en fait, à la base, les boîtes carton, c'était... Parce que souvent, fut un temps, on disait que c'était les tout premiers jeux. Parce qu'on sait que la Neo Geo, pour info, c'était une console qui était censée être une borne d'arcade, en arcade, les jeux MVS. Donc ça ressemble à des cartouches, ces cartouches-là. Regarde, voilà, tu peux nous en montrer une par exemple. C'était censé être essentiellement, voilà, sur ce format-là. Et les versions console, ça devait être de la location. D'où ça dans l'idée, on pouvait les mettre dans... Parce que ça c'est quelle année ça tu me disais ? Ça c'est 92, 93. Voilà, et celle-ci c'est pas les premières éditions ça ? Et ça doit être la toute première version qui est la version fond rose. Et ben vous pouviez louer dans un vidéoclub la version de maison, et en fait, voilà, c'est beau ça. Et en fait, on allait à la maison avec les vraies versions cartouches. On pouvait continuer l'aventure arcade. Et là, du coup, tu pouvais emballer ta console. C'est ça. Dans le vidéoclub, dans l'idée. Exact. Tu l'emmenais chez toi. Et la memory card, je sais pas si tu as une memory card, mais tu dois en avoir. C'est obligé. Tu vas rire, mais j'en ai qu'une seule et je l'utilise pas. C'est vrai. Et la memory card, en fait, était l'idée de chez SNK, c'était de se dire, on va dans la salle d'arcade. Les bandes d'arcade avaient un slot pour la memory card, voilà. Et l'idée c'est que vous jouez en arcade à Magician Lord qui est dur, voilà, vous sauvegardez, tac, vous avez votre sauvegarde et vous louez la console et vous jouez de chez vous. Et tu peux continuer depuis où tu t'es arrêté en arcade en fait. C'est ça qui était dingue, c'était la passerelle. Ouais. Et vice versa, tu joues chez toi, tu arrives en salle d'arcade, tu mets, regardez, je suis au dernier boss, je vais vous épater et tout. Mais finalement, l'idée que les gens se disaient, c'est que ces versions boîtes comme ça, c'était les versions de location. Pendant des années, on a pensé ça. D'accord. Et en fin de compte, non. Ces boîtes-là sont ni plus ni moins quand en fait
ils sont passés, parce que c'était de la location, mais à un moment donné, ils ont dû passer à la vente. La Neo Geo s'est vraiment vendue dans les magasins, parce qu'ils ont vu que tout le monde, beaucoup de gens voulaient l'acheter pour chez eux. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réédité en version carton pour que ça coûte moins cher. Ok. C'est pour ça. C'était vraiment pour rendre plus accessible le jeu en fait. Pour descendre les coûts, Ouais. en fait. Ils l'ont mis en carton, mais en fait, ça a tellement pas plu aux gens en disant c'est fragile, qu'ils sont revenus aux boîtes. À l'idée initiale. C'est ça. Et je vous dirai pas, parce qu'il y a Ben RGB qui fait un livre sur la Neo Geo, mais il y a 2 jeux qui n'ont pas été réédités en boîte carton. Ah oui, il y a 2 jeux qui étaient sortis en boîte souple, qui ne sont pas réédités en boîte carton, et il y a une raison pour ça. Du teasing. Ben, sors-nous le livre sur la Neo Geo. Ouais, parce que moi là je suis. Voilà. Alors. Ouais, donc voilà. Alors ça aussi, tu vois, il y a quelque chose de très beau, c'est que certaines boîtes carton ont vraiment leur esthétique propre aussi. Et ça, c'est vraiment un exemple. C'est beau. Le Alpha Mission 2, qui est un excellent shoot, entre parenthèses, qui date de 1991. Donc c'est un des tout premiers jeux. Juste magnifique, quoi, vraiment. C'est un très beau jeu parce qu'en plus t'as pas mal d'armements. T'as pas mal d'amants, t'as beaucoup d'items, de special items. Et puis il y a un côté très versatile, un peu de la même manière que tu l'as avec Androdunos aussi. Ah, j'adore Androdunos. Moi je l'aime beaucoup, il est décrié, mais. Ouais, il est top ce jeu. Ah bah celui-là vaut plus cher en Jap par exemple. Il est juste au-dessus là en version euro. Ah ouais, voilà. Et celui-là par exemple en Jap, on est d'accord, il vaut plus cher en Jap. Il vaut plus cher en Jap, mais il vaut vraiment significativement plus cher, effectivement. Ouais, donc là, tu as une version euro qui va taper quand même autour d'à peu près 800 €, je pense. Et la version Jap maintenant est à pas en dessous de 1600, 1700 à peu près. Ouais, c'est plus du tout le même tarif. Mais ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment sur un peu comme un Nemesis, en fait. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, Konami. tu peux vraiment passer d'un weapon à l'autre, donc il y a un côté stratégique qui est vraiment très très sympa. Et aussi, je trouve l'inventivité pour les boss aussi. J'adore, mais moi je trouve que c'est typiquement un jeu console comme on aurait pu avoir sur Mega Drive et tout, mais boosté en termes de capacité, colorimétrie, enfin les couleurs, le gameplay, le nombre de sprites à l'écran. Moi j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Non, c'est clair. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre on se reste une petite dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'on a pour une dizaine de minutes? Qu'est-ce qu'on a à voir? Alors on s'était dit qu'on allait allumer à un moment donné. Ouais, on peut juste faire un petit test avec un KOF 95. Par exemple, si ouais. Et non, même plutôt, j'aurais préféré que tu mettes un Last Blade. Last Blade. À moins que tu préfères le KOF 95, toi, Non, t'aimes bien? Très bien, très bien. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance quand tu mets Last Blade. Last Blade, surtout l'intro de Last Blade 2. Ouais, c'est beau. Ah. Je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être que t'avais un bon choix. Non, très bien, très bien. Tu me parles de Last Blade, ça m'inspire. Ah oui? Donc du coup, on va déjà prendre le Last Blade 2 qui se trouve... Alors, je finis de filmer là. Donc là, on a des jeux qui sont sortis par des éditeurs tiers là après. Hein. Ouais, alors c'est vrai que je me suis aussi lancé un petit peu dans le NG Dev Team, qui était vraiment une équipe de développeurs allemands qui ont développé des jeux à partir de 2009-2010. Donc le premier étant, un des premiers étant Last Hope. Last Hope, exactement, avant Last Hope Pink Bullets, et ensuite il y a eu en 2014 ce Ferrer Fast Striker, et puis Gunlord, puis d'autres jeux. Et là je vois que tu as des versions arcade avec point d'exclamation. Ouais, alors j'en ai une. Deux. Bah t'as la 1945 Plus et Ganryu, non? Non, Ganryu c'est un convert. Ah d'accord, qui est pas de chez arcade. Non. Ah non, d'accord, oui, non, c'est pas le même. Très bien fait. Très bien fait aussi, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que le 1945 Plus, ça c'est vraiment... Oh, pardon. Ça c'est une société, enfin pas une société, c'était des passionnés à l'époque. Exact. Alors celui-là, je l'ai acheté en 2000, vraiment l'année où j'ai commencé à collectionner, tu vois, l'année. D'accord. Et en même temps que j'ai acheté un stick, un Ori stick, tu sais, la version métallique. Oui, oui. Un peu une version entre guillemets évoluée du stick de base. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est le niveau des finitions, parce que tu peux voir des choses assez jolies, comme tu vois le logo en relief, un petit peu doré. Un peu doré. Bouge un tout petit peu, rebouge, qu'on voit un petit peu. Un petit peu comme ça. Alors, on le voit pas des masses, mais c'est doré quoi. C'est en... Ouais, on le voit. Ah là, on le voit. Voilà, on le voit. Légèrement gaufré comme ça. Ouais. Et ça, c'est entre guillemets il s'appelait arcade. Ouais. Deux points d'exclamation. Un point d'exclamation avant et un point après. C'est ça, exactement. Ouais, et ils ont aussi ils ont fait une version de Prehistoric Isle 2 aussi, qui est un excellent shoot. Ouais, Super Dodgeball aussi. Super Dodgeball, exactement. Et moi, j'ai même récupéré, alors je sais pas, à l'époque, parce que c'était des Australiens. Ouais. Je sais pas si ça te parle. Oui. Et j'ai récupéré un Zoopapa que je soupçonne être venu d'eux,
Mais à l'époque, tu sais qu'il y avait... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a aux États-Unis... Il y avait NGF aussi. Ouais, et c'est voilà, Neo Geo Freak, avec Dion Dakis et Chris Ray, qui soi-disant avaient récupéré les droits de Zoopapa. Donc en fait, moi j'ai a priori, entre guillemets, une version de Zoopapa qui serait faite par eux avant qu'ils soient arrêtés par les Neo Geo Freak. Ouais. Ce serait éventuellement une version venant d'eux. Ok, d'accord. Bah je connaissais pas l'anecdote. Moi, ce que je sais juste, c'est que j'ai quand même... Par contre, t'as pas double... Parce que normalement, t'as double jaquette. Non, alors j'ai qu'une seule jaquette. Normalement, ils te donnaient 2 jaquettes. Ah, c'est vrai. Ouais, une pour boîte dure et pour boîte molle. Ah, voilà. En tout cas, j'ai que celui-là. Par contre, tu parlais de Neo Geo Freaks. Ah mon dieu. J'ai quand même... C'est-à-dire que la jaquette, il y a un tampon en dessous? Ouais. Vas-y, montre-nous ça. En fait, à l'époque... Mais c'est génial parce qu'on parle un petit peu de la Neo Geo, de l'histoire. C'est probablement un des jeux les plus décriés, voilà. En fait, ils ont même eu une saisie, ils ont été saisis, etc. Le FBI a été chez eux. C'est des gens... Moi, je me suis fait bananer un Nightmare in the Dark, hein, par exemple. À l'époque, ils disaient qu'ils allaient l'avoir. J'avais payé, j'ai jamais rien reçu. Voilà. C'était un pote à moi qui avait payé. Et pourtant, c'était des passionnés, hein. On les croisait au Japon, etc., ces gens-là. Mais... Tu disais ça, et puis surtout, dans leur discours, ils avaient effectivement obtenu les droits de licence exclusifs pour la vente des jeux aux États-Unis, pour la plupart des jeux. Maintenant, certains collectionneurs disent que le KOF 2000, donc qui n'existe à la base pas en US, hein, comme vous savez, a été valablement édité avec l'accord de SNK Osaka, donc au Japon, et que ce serait un des seuls jeux qui aurait obtenu cet accord. Maintenant... Mais... Voilà. Et en plus, à l'époque, je sais pas si tu avais suivi ça, parce que tu es vraiment de ma génération en termes de collectionneurs, mais ils avaient montré qu'ils avaient jeté les jaquettes officielles de chez SNK, et ils avaient fait faire leur propre jaquette. C'est juste, ouais. Et il y avait les fameuses photos, en fait, où ils passaient... à la destruction. À la destruction, les jaquettes. Puis les mecs étaient vraiment heureux, quoi, comme ça, avec un grand smile. Et en fait, en dessous, c'est ça, c'est en dessous qu'il y a le tampon. C'est en dessous. Alors ici, j'ai carrément le certificat, entre guillemets, qui me montre donc le numéro de l'exemplaire en question, qui est... Donc ça c'est pour l'exemplaire numéro 18 sur une édition limitée à 100 exemplaires. Et qui porte le nom, tu vois, qui a été cédé à... Ça, c'est le premier propriétaire. Oh, bah, en fait. Moi, je le connais très bien. Bah, voilà. J'ai acheté ma chasse HQ. Bah alors, un italien. Ouais. Il a le Neo Geo deck et tout ça. Exact. Il a une des plus belles présentations d'une pièce Neo Geo que tu puisses imaginer. Ah oui, exact. Bah oui, je connais bien. Il a le deck, ouais, effectivement. Et alors, en fait, à l'époque où on te donnait ce certificat, comme tu étais un des heureux propriétaires de... Alors ça a coupé, j'ai même plus de batterie. Coupure, plus de batterie, qu'est-ce qui se passe? Alors on était en train de on parlait de ça. On parlait de cet exemplaire, voilà, qui est l'exemplaire numéro 18 sur 100. Voilà. Et en fait, à l'époque, quand tu étais l'heureux acquéreur d'un exemplaire, tu pouvais lui donner un surnom, en fait. Donc tu pouvais vraiment le... Après, je sais pas pour quelle raison, mais voilà, monsieur Benedetto qu'on a vu avant lui a donné le surnom de Geppa, qui est vraiment le nom tu utilises comme un surnom, mais vraiment propre à cet exemplaire, après dans la communauté. Voilà. Donc en fait, quand tu échanges après le jeu, il est facilement identifiable, en fait. Oui, tout est référencé, on sait que tel jeu a tel... D'accord. Le 18, il s'appelle comme ça, quoi. 18, il s'appelle comme ça, exactement. Après, ici, bah voilà, sinon, tu vois, c'est vraiment à l'américaine, quoi. Donc c'est quasiment comme du Jap, sauf qu'on a... Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis ici... Alors, montre-nous la jaquette, la fameuse. Mais tu sais que c'est marrant parce qu'ils ont été quand même et ça aurait pilé voilà. Oh, on est beau. Et ils ont détruit toutes les autres jaquettes et ça voilà. Et ça c'est l'élément décisif, voilà. Aujourd'hui, qui prouve. Mais à l'époque ça faisait rager les gens. C'est vrai. Ceux qui ont récupéré ça, qui avaient ça derrière, ils étaient horripilés de ça. Exact. Et il y a même une anecdote, c'est comme quoi, enfin, c'était très spécial. Neo Geo Freak, c'était très spécial. C'est que il y a un jeu qui, je sais pas si tu un prototype de Last Odyssey. C'est un jeu de flipper. Oui. Et il y avait une vieille vidéo qui datait de très longtemps. Et eux, ils ont fait croire dans un salon, ils se sont filmés avec un gars qui était en train de jouer sur un PVM de mémoire. Okay. Et en fait, en disant, on a les protos, parce qu'ils disaient, on a les protos, on a plein de protos, etc., etc. On connaît bien SNK, etc. Ouais. Et en fait, les gens se sont rendus compte qu'en fait, le mec, il jouait en fait sur une VHS.
Okay. Et ils se sont rendus compte parce qu'ils ont retrouvé la VHS où on connaissait le jeu, et vous voyez que le score était exactement le même, tout était pareil. Et ils ont dit, mais attendez, vous faites croire dans un salon que vous avez le prototype, ça te parle cette histoire, non? Ça me parle pas, mais ça me rappelle une autre histoire avec le fameux mec qui a fait péter le score à Donkey Kong, tu sais, ah oui, et où le score était figé à un moment donné. Oui, parce qu'il utilisait un émulateur, il y avait un espèce de bug. Billy oui, Billy quelque chose, oui, voilà, ouais, Mister America là. Ouais, c'est qui est The Kong of King, un truc comme ça, King of Kong. Et ça qui est oh, ça crie là. Ah, ouais. Qui est un reportage extraordinaire si vous l'avez pas vu, The King of Kong, magnifique. Et on va tout doucement continuer parce que là c'est vrai qu'on voit que le temps il passe. Ah, il y a un petit qui veut rentrer là. Là ça veut rentrer. Et alors, donc on va se laisser tranquillement, on va se faire une petite partie, mais il y a peut-être des choses que tu veux nous montrer un petit peu avant, il y a des... Parce qu'on a parlé un petit peu de l'univers de la Neo Geo, c'était bien qu'on parle de Neo Geo Freak. Ouais, exactement. Ça a été... Ça c'est vraiment une partie, si tu veux... Carrément, le FBI est venu faire une perquisition chez eux. Hein. Voilà, alors après il y a les partisans, et puis ceux qui sont plutôt les détracteurs, on va dire, Neo Geo Freaks. Moi, j'ai tendance à dire, pour moi, ça reste quand même une pièce de collection, quoi qu'on en dise. Ils ont fait partie de l'histoire. Ils ont fait partie de l'histoire. Et quelque part, contribuer à en parler, bah, c'est aussi, quelque part, acquérir le jeu et voilà, et pouvoir montrer que ça existait. Ouais. Voilà. Et moi, je vous encourage à aller voir sur Internet, à chercher. C'est Dion Dakis et Chris Ray. Je vous assure, vous les voyez, c'est des mecs bodybuildés. Ouais. Et ils sont sur des motos, c'est vraiment en mode... La fameuse photo. Voilà, c'est en mode Beverly Hills. Ouais. Je l'assure, c'est les mecs qui ont beaucoup d'argent, etc. On voit, c'est des motards bodybuildés et tout. C'est la photo Beverly Hills, comme tu l'as dit, c'est du 902. Ah ouais, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a de votre... Allez, on se laisse au moins 2-3 minutes pour voir un petit peu ta collecte. Il y a quelques jeux que tu voudrais montrer. On s'est arrêté à... Voilà, il y a peut-être des jeux qui te tiennent à cœur. Alors, évidemment, forcément, Twinkle Star Sprites, qui est vraiment un excellent jeu de shoot. C'est un jeu de shoot un peu à la Tetris, dans le sens où c'est... chacun va jouer sur une moitié de tableau. Et puis c'est un shoot où tu vas t'amuser avec différents personnages à renvoyer en fait en gros les ennemis que t'envoies l'adversaire. C'est un puzzle game shoot 'em up. Un puzzle game shoot 'em up, exactement, qui est excessivement rare pour la Neo Geo iOS, mais qui a quand même été sorti en un certain nombre d'exemplaires. Je suis vraiment très content. Et d'ailleurs, petit clin d'œil et remerciement à monsieur Christian Kemisuli qui m'a vendu cet exemplaire. D'accord. En très bon état. Donc Christian qui habite aussi en Suisse, hein, donc on est quasiment voisins. Et voilà, donc ça c'est vraiment une très belle pièce aussi à posséder. Et celui-là, tu l'as dit, hein, que en Jap. Hein. Celui-là que en Jap, oui, voilà. Parce qu'il y a Neo Geo CD aussi. Neo Geo CD aussi, qui est très difficile à trouver aussi en version CD. Mais voilà, il existe qu'en Jap. Après, un des jeux qui m'a lancé dans la continuation de la collection en 2016, c'est celui-là. C'est Magical Drop 3. Ce qui est assez anecdotique, hein, mais ça c'est aussi une version améliorée entre guillemets d'un Puzzle Bobble, un petit peu différente, mais qui est vraiment un très très bon jeu de stratégie et de réflexe, on va dire, et qui est en fait la suite du Magical Drop 2. Voilà. Et ça, ce sont des jeux de dataïstes en plus, c'est même pas du SNK. Voilà, si, exactement. non. Et ça, franchement, attends, il y a écrit SNK là, ça me bug. C'est du dataïste. Ouais, mais tu vois dataïste en fait, à côté, exactement. Ah, je le vois le dataïste, on le voit là. Ouais, en bas. Ah, tout en bas, pardon. Ouais, tout en bas. Là, j'ai eu un bug, je me suis dit, attends, c'est bien du dataïste. Ouais, c'est du dataïste. Exactement. Très bien, d'accord. Ouais. Donc c'est assez sympa, mais en même temps c'est des jeux qui sont vraiment un peu obscurs, dans le sens où surtout les versions iOS tu les vois vraiment assez rarement. Et donc le 2 j'ai pu le trouver aussi un peu après. C'est beau tout ça. Après il y a des jeux qui sont vraiment des japonaiseries entre guillemets typiques. C'est comme vous savez les Japonais. Mais moi j'aime bien. Ils sont friands de paris sportifs, voilà, surtout de courses de chevaux. Et là en l'occurrence ils nous ont proposé 2 jeux en fait, donc Stakes Winner 1 et 2. Voilà, c'est un jeu de jockey en fait, en gros stratégique. Il est sympa. Tu prends des carottes, il court plus vite, tu prends des items en cours. Exact, tu peux booster un peu ton cheval, il est évolutif, il a des stats. C'est vraiment de l'arcade quoi, en mode. Exact, vraiment très sympa. Et pour la petite anecdote, donc en Jap il est sorti le Stakes Winner 1 et 2, donc là vous voyez le 1. Je sais où tu vas en venir. Et forcément, je vais rebondir sur la version US que vous ne voyez pas là, parce que moi c'est un petit peu ça serait un petit peu la cerise sur le gâteau pour moi, c'est que je sais qu'il est excessivement rare en US et j'aimerais l'avoir en US. Donc le Stakes Winner 1, si quelqu'un m'entend d'ailleurs et qu'il est prêt à le lâcher sous des conditions... Alors c'est le jeu de golf, c'est Neo Turf Master en Jap et celui-ci. Exact. En euros. Alors je dis une bêtise, ou le 2 n'existe pas en euros. Exactement, le 2 n'existe pas, donc uniquement l'US. Et en fait, pour vous remettre dans le contexte, la version... Donc le 1 est sorti en 95, et en 95, donc ils se sont dit,
allez, on va quand même sortir un jeu de course de chevaux aux États-Unis, sachant que les États-Unis, c'est connu plutôt pour le baseball, le football américain, etc. Donc c'était vraiment déjà un pari à l'époque. Et puis je pense qu'ils ont dû voir que, voilà, pas forcément beaucoup de répondants, et ils l'ont produit à un nombre d'exemplaires fatalement qui était... et tu sais pourquoi je pense que le 2 n'est pas sorti en euros ? Parce qu'en termes de gameplay, quand tu as le cheval, en fait, dans le 1, le cheval est bien centré, mais dans le 2, il est bien en avant et c'est moins jouable. Tu vois moins la course quand tu avances. Et que dans le premier, en fait, le scrolling fait qu'en sorte que tu vois beaucoup. Anticiper un peu. Tu peux mieux anticiper. Et je pense que le 2, il y a des items en plus, il y a vraiment. C'est évolué, mais en termes de gameplay, c'est moins sympa, en fait. Okay. Je pense que. Je me dis que c'est pourquoi pas. Moi, ce qui me plaît bien dans le 1, si tu te rappelles, c'est que les chevaux sont un peu plus dodus, en fait. Oui. Ils sont un peu plus. Oui, c'est ça. Et ça me plaît bien, ouais. C'est clair. Bon, après, un très beau jeu. Overtop. Excessivement rare aussi en AES. Une superbe illustration, je trouve vraiment pour l'insert. Moi, c'est vraiment une de mes favorites avec le Metal Slug 3 et le Metal Slug 2, personnellement. Mais ça, c'est un jeu. C'est une version survitaminée du comment ça s'appelle, du Trash Rally qui est Trash Rally, d'accord. Ah oui, d'accord. Et voilà, qui est un petit peu la version qui est sortie juste avant Neo Drift Out, qui est sorti uniquement au MVS. Donc c'est un jeu vraiment vue du ciel, vue zénitale, un peu de course de voiture. Et c'est un jeu qui a une durée de vie relativement limitée, dans le sens où tu vas faire un full run, on va dire, du circuit en l'espace de 6 ou 8 minutes à peu près. Ah oui, voilà. Et après, t'as terminé le jeu, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que ce jeu-là n'a peut-être pas forcément marché, en plus, il est pas... Voilà, avec des checkpoints. Donc c'est clair qu'il a une durée de vie assez limitée. Maintenant, il reste très rare en AES. Alors, est-ce qu'on passe au gameplay ? On se fait une petite partie. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on... Montre-nous ça. Alors... Qu'on se laisse tranquillement. Ouais. Alors, pour le setup, donc, comme je disais, j'avais une console Jap avec une sortie en jack, stéréo, branchée à un ampli. Et alors, c'est quelles enceintes qui vont bouger ? C'est celles du haut, là ? C'est lesquelles ? Là, alors j'ai ces deux enceintes qui vont être actives. C'est des Atmos en plus, là, c'est les Klipsch. Ouais, c'est les Klipsch. Ouais. Donc elles sont pas mal du tout. Elles sont pas orientées pour le mieux, on va dire, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que la restitution du son. On va être bien là. Ouais, on va être bien. Là, on va être pas mal du tout. Parce qu'on a les basses, et puis comme vous savez, la Neo Geo elle a un processeur qui est vraiment assez efficace au niveau du son. Donc là, malgré que ça soit de la PCB, on a vraiment... Allez, prends-nous la manette en main pour nous montrer un petit peu ce que ça vaut là. Qu'on kiffe un petit peu là. Alors, tu joues souvent, tu disais. Hein. Ouais, j'essaie de jouer 2-3 fois par semaine quand je peux. Ah ouais, quand même, c'est beaucoup. Ça va, c'est pas mal. Après, je veux dire, c'est pas le jeu que je maîtrise forcément. Non mais moi ce que j'aimerais c'est qu'on entende, tu sais, t'as des fois les musiques ou des fois t'as l'ambiance du stage, tu sais, t'entends les vagues ou t'entends les ruisseaux. Exact. Je sais pas comment c'est foutu dans le jeu mais ça dépend, ça dépend. Le clinquement aussi, oui. Voilà, des épées, ouais. Exactement. Ouais. Allez, c'est parti, on l'avait vu en plus dans un projet arcade, on y avait joué un petit peu avec les potes, mais c'est vrai que c'est un jeu qui... Ouais, c'est un jeu qui est vraiment une bonne, pas une suite, mais une alternative au Samurai Shodown en fait, c'est qui est vraiment très sympa. Alors, là l'explication. Allez, c'est parti. Au moins qu'on voit un stage, au moins qu'on... Avec le son là, c'est bon là. Il y a vraiment une montée en dramaturgie en fait au niveau de la présentation. Ouais, j'avoue c'est fort. C'est très sympa. Là on aura de la musique là. Ah, ce stage en plus. Ouais. Oula. Ah bah voilà. J'ai pas fait grand chose, mais voilà. J'ai pas le sentiment. Non mais c'est beau. En fait ce qui est bien c'est que tu peux tactiquement avoir un mouvement de bloc qui paralyse temporairement l'adversaire pour faire des contre-attaques. C'est vraiment incroyable.
Attends, je vais vous montrer ça si j'arrive. Voilà, tu vois. Un petit slash contré. Ah ouais. Ah. Voilà. Non mais c'est beau. Bah, on va se laisser tranquillement alors François, mais qu'est-ce que c'est beau. Moi ça m'a fait plaisir de... J'ai retrouvé un vieux pote. J'ai retrouvé la Neo Geo. Voilà. Non mais ça me fait trop plaisir d'être venu, d'avoir vu. Ça me fait hyper plaisir d'avoir pu partager ça avec toi. Si ça te dérange pas juste de baisser le son, comme ça qu'on se laisse tranquillement poser. Alors, quelle est l'évolution de ta collection François? Et je t'assure que je pensais pas que ça durait autant de temps, mais j'avoue qu'il y a eu un échange là. On a... Je t'ai donné mes anecdotes, tu m'as donné tes anecdotes. Donc même plus si ça te dérange pas vraiment de baisser complètement comme ça. Ouais. Comme ça la musique de l'émission sera que on entendra bien. Ouais, il n'y a pas de souci ça. Ouais. Et l'idée c'est que c'était un petit échange, tu vois, ça m'a fait plaisir de vous donner aussi mes anecdotes. Non franchement c'est super chouette. L'évolution de ta collecte, on sait que bon, c'est Big Tournament Golf. Le prochain sur la liste, ouais. Voilà, donc c'est pas vraiment ton Graal. Alors, ton Graal, c'est Stake Winners. Alors, mon Graal prochain, ça serait Stakes Winner US, et puis je pense Neo Turf Masters US. D'accord. Mais du fait que je me fixe en ligne de mire, le fait d'avoir le BTG, je vais pas prendre le doublon, entre guillemets, en US. D'accord. Parce que déjà, en termes de prix, ça serait déraisonnable. Et donc surtout, tu l'auras pas en US quoi qu'il se passe. Si tu l'en... Alors si vraiment je le prends en US, ça serait que j'ai pu trouver une opportunité. Voilà, mais parce que là, là tu nous parles de 15 000 € en moyenne de prix. J'ai moyen de le trouver, de le choper, mais ça serait autour de 16 ou 17 000. En US. En US. Mais Neo Turf Masters en état vraiment near mint strict, mais vraiment un état quasi impeccable, avec même quasiment pas d'indentation de l'insert. Tu vois, ah ouais, donc nickel. Mais attention. Ouais. Attention. Ouais, mais j'ai fait mon sourcing. Ah oui, donc tu l'as fait là, d'accord. Et donc, la question, je te l'ai pas posée, ça brûle, ça explose, c'est le foutoir, il y a du feu partout, tu pars avec quel jeu? Vas-y, François, vite, prends un jeu. Alors pourquoi celui-ci alors finalement? Parce qu'en fait, il me rappelle tout simplement le souvenir que j'ai eu quand je l'ai découvert en 96 en Neo Geo CD. Parce que j'ai commencé en étant ado, tu vois, Neo Geo CD, parce que c'était beaucoup plus accessible. Hein, oui. Et en fait, à l'époque, c'était soit dans un Player One, soit dans un Console Plus. J'ai carrément physiquement découpé un coupon réponse à envoyer par poste pour commander le jeu. Celui-ci? Donc le 1 de l'époque? Le 1 de l'époque en Neo Geo CD. D'accord. Parce qu'à l'époque, évidemment, il y avait pas, c'était les prémices d'Internet, comme tu sais. Ouais. Et j'ai envoyé un coupon avec je sais pas si c'était un chèque ou un paiement préaffranchi, ou bref, comme ça, pour prouver que j'avais payé je sais pas si c'était 199 francs de l'époque ou un truc comme ça. D'accord. Et en fait, je me suis dit, tiens, Metal Slug, ça c'est vraiment une anecdote vraie. Je savais pas de quoi il s'agissait, mais le nom sonne bien. Et je me suis dit... Tu vois, rien que le nom t'attirait. Le nom m'attirait. D'accord, donc c'est celui-là lequel tu pars. Ouais. Voilà, tu t'es créé une histoire à l'époque, et j'ai envie de dire, tu t'es créé une histoire en plus, toute l'histoire autour pour l'acheter, quoi. Ouais. C'est pas forcément parce que c'est la pièce la plus précieuse ou la plus chère que j'ai, mais c'est juste parce qu'elle m'évoque tellement de souvenirs. Et ça, je dirais, franchement, ça a contribué à peut-être 80% au début concret de ma collection, en fait. D'accord. Donc, voilà. Nickel. Alors, donc, l'évolution de ta collection, maintenant, c'est la dernière question que je pose, à part... Je vais te prendre un autre jeu après et tu vas peut-être me donner une anecdote. L'évolution de ta collecte, tu vas plus bouger, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tâcher d'acquérir les 7 derniers jeux qui me manquent, 7 ou 8 derniers jeux. Donc il y a Waku Waku 7. Ah oui, tu l'as pas? Je l'ai pas, bizarrement. Et alors que c'est un jeu qui paraît qui est énorme, mais je me réjouis de le découvrir. Il me manque encore Sengoku 3 en Jap. D'accord. Ninja Commando Jap. Il me manque Master of Yugi, les fameux échecs. Voilà. Parce qu'il si tu veux faire un full set. C'est un jeu à full set. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Il me manque. Oui, il me manque. Ragnagard. Oui, mais il te le faut aussi. Il me le faut aussi. Il existe qu'en Japon aussi celui-là, donc ça va. Il y a certains jeux, c'est bien parce qu'ils n'existent pas en euros pour autant là.
en US, donc ça va. Ça m'embêtera moins. Voilà, ça t'embêtera moins. Mais moi, surtout, la question que je te posais, c'est l'évolution. C'est-à-dire, est-ce que ça va bouger? Tu vas déménager, tu vas, je sais pas, il va y avoir des choses. Je vois qu'il n'y a pas de borne d'arcade, il n'y a pas une SC19, une SC, tu vois, les petites bornes Neo Geo, là, les Candy. Alors, pas forcément sur les Candy. Je pense que je vais vraiment rester axé AES, en fait, finalement. D'accord. J'ai une vision un peu monomaniaque, comme ça. D'accord. J'ai fait quelques exceptions, parce qu'ici, comme tu vois, oui, j'ai vu, oui. Qui date du milieu des années 80 et dans laquelle j'ai une plaque que j'affectionne particulièrement, qui est une version originale de In the Hunt. Donc, oh, bien. Donc c'est du IREM, et puis qui dit IREM dit les Metal Slug. Metal Slug, voilà, c'est les prémices. C'est pas un hasard en fait. D'accord. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas d'évolution, c'est-à-dire tu vas pas déménager ta pièce, elle te correspond, franchement t'as de la place, il y a de la place partout là. Il y a de la place. Tu vois, comme tu vois, j'ai des sticks, mais tout est modulable. Mais ça veut dire que même le jour où tu vas remplir, tu pourras même pas remplir avec les jeux qui te manquent, tu pourras pas remplir tes étagères. Exact, ouais. Et tu pourras juste les disposer un peu comme tu as fait là, un petit peu... Ouais, alors là c'est un petit peu en attendant. Comme tu vois, il y a des choses anecdotiques aussi. J'ai quelques Dreamcast, mais dont je me sers plus. Oui, je vois ça. Et puis là, t'as des converts là alors. Et là, j'ai des converts que j'ai juste parce que un pote me les a vendus à un prix symbolique à l'époque. D'accord. Bon, après, il y a des jeux assez sympas. Hein, ah non, mais ça... Ça, c'est de jeu, ça. On en parlait, mais voilà. Bon, après, au niveau de la reproduction, elle est pas... C'est propre. Top. Moi, je trouve que c'est propre. Hein. Ouais, ça va encore. Ouais, c'est pour moi un des meilleurs jeux de l'année au jeu. Ouais. C'est un des meilleurs. Le simple fait de le sortir, ça me redonne envie d'y jouer, hein. de l'explorer, ouais. C'est sûr. Bon, bah voilà, donc on a fait un petit peu le tour de toutes les questions en plus que je voulais te poser, mais je vais t'en poser une dernière. Ouais. Je vais prendre un jeu, et puis tu vas me donner une anecdote sur ce jeu, peu importe l'anecdote. Okay. Alors moi j'adore NAM 1975. Trouve-moi une anecdote, c'est-à-dire comment tu l'as eu, ou alors qu'est-ce qui t'évoque? Alors t'as peut-être rien à me dire sur ce jeu-là. Hein. Ce qui m'évoque, c'est que, sauf erreur de ma part, c'est le tout premier jeu en fait qui est sorti officiellement sur la Neo Geo au moment où elle est sortie en 1990. Parce que la société a été fondée le 30 décembre 90, sauf erreur. Et ce jeu date de février ou mars, quelque chose comme ça. 91, hein, donc. Et ce qui me frappe avec ce jeu, c'est que, sauf erreur, la version Jap a été censurée en fait au niveau de la présentation. La version euro plutôt, tu dis. C'est la version euro en Europe. En Europe, pardon. Qui était censurée où en fait ils avaient carrément barré. Voilà, et la jambe aussi, ouais. La jambe, et puis enfin l'entrejambe, et puis c'est ça, ouais. Voilà, le bustier de madame. Donc ça c'est assez drôle. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu l'as eu comment celui-ci par exemple? Si, je l'ai acheté à un Français sur un groupe Facebook. D'accord. Parce qu'évidemment on entretient des rapports constants via soit WhatsApp ou avec des... Parce que quand tu collectionnes, tu rencontres d'autres collectionneurs, tu partages des anecdotes, puis des gens te contactent spontanément par rapport à ta chaîne. Ah bah surtout que toi maintenant t'es un peu connu dans le milieu de la Neo Geo. Dans la Neo Geo. T'es connu comme le loup blanc. Ouais, t'es connu comme... Pour la région peut-être. Voilà. Bah merci de nous avoir reçus, franchement ça m'a fait plaisir. Tu vois, le compteur il a monté en fait, on est monté à plus d'une... Là je crois qu'on a plus d'1h20, on est proche des 30, 1h30. Avec plaisir, franchement. C'est génial, ouais. Voilà, ça a parlé, ça a transpiré la passion, donc c'est vraiment génial. Et vraiment, n'ayez pas d'a priori sur le fait que c'est vrai que là c'est une collection Neo Geo, il n'y a pas de facilité, j'ai envie de dire, c'est la passion qui parle. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire que, alors t'as peut-être pas envie que je le dise, je sais pas s'il faut que je le dise, mais t'as un grand cœur parce que dans la condition qu'on est en ce moment, toi-même, tu as des gens qui sont chez toi actuellement, qui sont d'Ukraine. Des Ukrainiens. Ouais. Voilà, tu as chez toi des Ukrainiens, tu as beaucoup d'Ukrainiens qui sont chez toi, que tu accueilles. Loge, ouais. Voilà, donc tu vois, c'est-à-dire que, voilà, il peut se permettre d'acheter des jeux, mais à côté, il y a aussi un cœur, il y a la passion, tout ça, c'est... C'est ce qui me fait redescendre un peu les pieds sur terre aussi, et puis savoir... voilà, que relativiser aussi la chance qu'on a, tu vois, d'une part d'être en Suisse, de pouvoir se permettre ce genre de hobby qui est incroyable. Et avec ce retour en enfance, mais quelque part il y a aussi une contrepartie que j'ai envie de donner à d'autres personnes en fait. Voilà, donc il y a le cœur et la passion qui est là, et il n'y a pas que le fait de simplement s'acheter un jeu parce que j'ai effectivement un peu la possibilité de le faire. Il y a l'individu, il y a tout, c'est un tout. Voilà. Le but dans la vie, c'est de se faire plaisir. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et aussi à te suivre, c'est dans la description. Avec plaisir. Tu fais des vidéos où tu montres ta collecte,
tes entrées. Je montre la collecte, je montre un petit peu des coups de cœur, je montre pas forcément des comparatifs de jeux, mais juste un petit peu des top 3 ou des top 5 voilà. des jeux favoris. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, en plus, voilà, c'est vraiment sympa, parce que c'est aussi c'est l'histoire aussi de le fait que tu archives en montrant les jeux tels qu'ils sont, etc. C'est aussi une manière de penser à la postérité aussi, ouais. Quelque part, parce que j'aimerais bien que la jeune génération s'y intéresse aussi, enfin si vraiment il y a un intérêt à voir. Et puis finalement, la nature de la PCB, c'est que c'est des objets qui vont, fatalement qui vont vieillir, mais ça serait bien qu'il y ait une pérennité aussi. Et il y a une trace, quoi. Qu'il y ait une trace. Ouais. Faut que ça laisse une trace, en fait. Voilà, ce sera le mot de la fin, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Salut.